France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien et bonne année, bonne santé, tout plein de bonheur pour vous, amis auditeurs, auditrices, tout plein de liberté et on ne lâche rien, comme l'année dernière d'ailleurs, sur France Maghreb 2 dans cette émission du LGF. Et je suis ravi, honoré même de commencer cette année avec deux chroniqueurs que nous affectionnons particulièrement. Ousmane Timéra, comment ça va monsieur Ousmane? Salam à tous, je vais très bien, bonne année à toutes et à tous. Bonne année à toi, comment ça s'est passé, ça a été? Ouais, c'était cool, j'ai fait ça... comme c'est super triste de passer le nouvel an tout seul, comme ça devant la télé en train de voir les gens faire la teuf, il y a plus... Tout d'un coup, tout le monde s'est retrouvé chez moi. Ah ouais. Dans ma famille, du coup on en a profité alors pour faire une petite bouffe. Bon, tranquille alors. Donc en tout cas que cette année 2017 soit une année de réussite pour chacune et chacun, et que celle-ci soit bien meilleure que celle qui vient de s'écouler. Oui, on espère en tout cas. Qui sur le plan de l'actualité, en tout cas en France, ne fut pas très rose. Oui. Mais cela ne tient qu'à nous de faire en sorte de mettre un petit grain de rose dans ce monde de folie. C'est joli. Madame Artis, bonjour, bonne année. Bonjour. Comment ça va, Sabrina? Bonjour aux auditeurs. Ça va et toi? Bah écoute, parfait. Alors réveillon, ça a été calme, tranquille? Ça a été sympa, c'était familial moi aussi avec des cousines de longue date. Donc ça a été franchement assez sympa d'ouvrir l'année avec des retrouvailles familiales. Bon bah super. Alors. Ouais. Bon, eh bien écoutez, soyez les bienvenus mesdames, mesdemoiselles, messieurs. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone du LGF pour nous joindre. Évidemment avec le j'aime ou j'aime pas tout à l'heure qui change un peu d'horaire, 17h30 tout à l'heure, soyez là. Si un auditeur veut le faire avec nous, qu'il soit le bienvenu d'ailleurs. Les coups de cœur, Sabrina? Alors mon coup de cœur, c'est un petit récit, une histoire vraie que j'ai voulu vous partager, que j'avais écrit dans un article. J'ai écrit un article sur Imen Magazine il y a un petit moment et je voulais vraiment vous le partager pour ouvrir cette année avec ça. Très bien. Je n'en dis pas plus, très cher. Bah très bien, on attendra avec beaucoup d'impatience même. Mon cher Ousmane, t'en as un? Oui, j'aimerais parler du Sénégal, mon pays d'origine. De sa décision et de son soutien d'une certaine résolution à l'ONU. Ouais. Et des conséquences. Moi, j'aimerais un peu en parler et ouvrir un peu l'année avec, le verbe haut pour la justice et la résistance. Très bien. Les avis tranchés, Sabrina? Ben voilà, ça commence. Alors en fait, il s'agissait de mon avis tranché. Ah, très bien. Mais à chaque fois, c'est pareil. Bon, alors mon coup de cœur, je sais pas encore, j'j'hésite. D'accord. Voilà. Ah, ça, c'était l'avis tranché. Oui, mais moi, chaque fois, je m'embrouille en fait. Moi, je croyais que c'était mon coup de cœur. Donc, vous êtes des indisciplinés. J'y arrive pas. Le contraire ou l'inverse. Moi, j'ai pas encore tout à fait choisi, mais je vais peut-être lire un poème que j'avais écrit par rapport à la situation de beaucoup des nôtres dans la rue. Ah, oui. Effectivement. Qui est souvent délaissé par la société. Allez, soyons fous, moi aussi je vais trouver un poème et puis je vais partager un poème. Allez, voilà. 100% poème, donc voilà. Après 17h50 sur France Maghreb 2 dans les coups de cœur donc de Sabrina et d'Ousmane. Et puis après 18h, le retour de Amar. Après 3 semaines d'absence, il est de retour pour l'éphéméride tout à l'heure, entre 18 et 18h30. Et puis notre coup de cœur musical, ça a été véritablement son année musicale à lui, soprano, avec ce titre en featuring avec Mariana Kay. Soprano, le gars de Marseille qui cartonne évidemment, ça a été une très très belle année 2016 pour lui. Et puis évidemment dans l'actualité de ce lundi, on pensait commencer l'année de meilleur auspice que l'année dernière, c'est un peu loupé puisque évidemment cet attentat en Turquie, nous allons y revenir avec cette revendication ce matin, elle est tombée, le bilan est lourd, 39 morts dans cette boîte de nuit pour débuter l'année, ce fut terrible. Et puis pas moins de 6 attentats ce matin à Bagdad. À l'occasion de la visite de François Hollande. Bon, on y reviendra. Et puis on parlera aussi de cette enquête, comme quoi ça sert finalement de partager des vidéos sur Facebook. Cette vidéo où l'on voit des militaires birmans en train de taper purement et simplement sur les Rohingyas. Donc nous y reviendrons évidemment, cette minorité un peu oubliée depuis longue date maintenant. Voilà un petit peu le menu de cette émission, soyez les bienvenus, c'est au 01 40 33 9000 que ça se passe pour nous joindre, mais pour l'heure voici le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet, avec une équipe de journalistes de France 2 qui est partie vérifier les systèmes de sécurité des grands magasins parisiens, et le moins que l'on puisse dire, c'est pas franchement rassurant. Des objets interdits dans les lieux publics.
Nous les avons passés au détecteur de métaux. Ils sonnent systématiquement. Mais est-ce vraiment le cas partout? Nous avons voulu tester la sécurité des grands magasins. Dans ce centre commercial parisien, première surprise, personne ne filtre cette entrée. En caméra discrète, je pose la question à un agent. Il n'y a pas des gens d'habitude qui gardent l'entrée là? Ça, vous n'avez pas de soucis sur ça. Normalement, il y a un chef là-dedans, il sait quand il faut mettre, il sait quand il faut pas mettre. Et là, il n'y en a pas aujourd'hui? Non, pas tout le temps. Il y en a parfois, il y en a, parfois il n'y en a pas. Ouais. Selon cet agent, le constat est alarmant. Ils ne sont pas assez nombreux pour assurer la sécurité en permanence. Deuxième tentative à une autre entrée. Bonjour monsieur. Je passe sans être fouillé. Ni mon couteau ni mon cutter ne font sonner le détecteur de l'agent. Nous faisons le test dans d'autres magasins. Vous regardez pas dedans? Suite à ma demande, le vigile jette un rapide coup d'œil à mon sac, mais là encore, son détecteur ne sonne pas. Pour comprendre pourquoi, nous avons sollicité un représentant d'agent de sécurité. Sur ces dispositifs, il y a un réglage pour gérer le flux. Lorsqu'il y a beaucoup de monde, ils sont moins sensibles au métal. La sensibilité des détecteurs est donc abaissée en cas d'affluence. Pour lui, notre test révèle de dangereux dysfonctionnements. C'est un faille dans le système, très clairement. Ce genre d'objet doit être reconnu et il n'est pas possible qu'en plus, à une période où vous n'étiez pas aux heures de pointe, vous ayez pu rentrer dans un centre commercial sans qu'aucun détecteur n'ait sonné et sans qu'on ait pu retirer cet objet de votre sac. De simples contrôles visuels, des détecteurs aléatoires et des agents de sécurité qui nous avouent être impuissants face à la menace. On n'est pas protégé parce qu'on n'a rien, on a juste un détecteur de métaux, mais on n'a rien. Pour se défendre, déjà on n'a rien. Même d'attraper quelqu'un, on n'a rien. Nous avons contacté plusieurs centres commerciaux, mais ils refusent de s'exprimer sur le sujet. Alors, nous sommes allés voir à Lyon le dirigeant d'une entreprise de sécurité privée. Nous lui avons montré nos images. Tout ça, ça ne sert quasiment à rien. Selon lui, le dispositif actuel est inefficace. Cet expert préconise des méthodes plus fortes, inspirées des services de sécurité israéliens. C'est avoir des gardes armés à l'entrée des sites sensibles ou des sites névralgiques afin de pouvoir réagir et répondre en cas d'attaque. Deuxièmement, maintenir et contenir la menace le plus loin possible des zones névralgiques. Ça veut dire mettre des vigiles et des agents de sécurité au plus loin de l'endroit à protéger. Mais ce renforcement de la sécurité privée soulève encore des questions juridiques. Et surtout, c'est un coût que peu de centres commerciaux sont prêts à assumer. Un peu d'humour maintenant dans ce zapping quand Anne Romanoff revient dans l'émission de Michel Drucker sur France 2 sur les adieux de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. Non, Hollande, il a dit que son seul regret c'était d'avoir proposé la déchéance de la nationalité pour être terroriste. Moi je trouve que c'était une bonne idée. Faut se mettre en situation. T'as le terroriste, il a sa ceinture d'explosifs, il est dans un lieu public, il s'apprête à se faire sauter et tout d'un coup il se dit mais je vais perdre ma nationalité. Non, celui qui nous a fait un beau discours d'adieu, c'est Sarkozy. C'est son deuxième discours d'adieu, mais vraiment, le troisième, il aura un prix d'interprétation. Non, le problème de Sarkozy, c'est qu'il avait trop d'affaires. Il y a des gens qui disaient, oui, Sarkozy, c'est le mec, tu peux le choper la main dans le pot de confiture. Il va t'expliquer que le pot de confiture est descendu de l'étagère pour venir s'encastrer dans sa main, et tu vas le croire. Mais là, le problème, c'est qu'il retirait sa main du pot. Il y avait un autre pot, c'est ce qu'on appelle des casseroles, quoi. Par exemple, le maître de Big Malion, il disait qu'il le connaissait pas. Dans le documentaire des ISVC, on a vu qu'il l'a rencontré 44 fois. Bon, parfois, il y a des gens que t'imprimes pas, quoi. Voilà pour le zapping avec un peu d'humour de Anne Romanoff, qui revient donc sur les adieux de président François Hollande, qui a fait d'ailleurs son dernier discours à l'occasion du 31 décembre dernier, et Nicolas Sarkozy. Voilà, on y revient dans un instant, messieurs dames, avec les avis tranchés de Sabrina et d'Ousmane, vos appels, et puis l'actualité, bien sûr, qui va nous emmener pour commencer en Turquie avec ce drame. Pour débuter l'année 2017, ce premier attentat dans une boîte de nuit, le bilan est lourd, 39 morts. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, le grand forum pour cette nouvelle année. Bonne année encore une fois à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent, et puis bon courage pour demain. Ça y est, c'est la reprise pour les enfants
à l'école. Demain, Sabrina et Ousmane qui sont avec nous. Ousmane Timera, Sabrina artiste. Alors, dites donc, vous avez écouté un peu dans le zapping, finalement c'est pas très rassurant ces systèmes de sécurité dans les grands magasins, puisqu'une journaliste a pu comme ça y entrer avec dans son sac quand même un couteau, un cutter et puis je ne sais quoi encore. Bref, tout ça pour expliquer que finalement on peut rentrer dans les magasins en France, dans les grandes surfaces en tout cas, avec pas mal d'armes dans les sacs sans qu'on soit repéré par les trucs de détection en métaux là. Honnêtement, Christophe, Oui. est-ce qu'on avait besoin de cette émission, enfin ce documentaire pour réaliser que c'était le cas? Voilà, Bataclan, Nice, centres commerciaux, on voit bien que c'est une sécurité visuelle. Nous allons tous dans les centres commerciaux, on voit bien que le sac il est à semi-ouvert quand on monte le sac à main, il est à semi-ouvert. Et puis on avance. C'est une sécurité et encore pseudo visuelle, parce que en réalité tu peux cacher quelque chose dans ta poche intérieure. On le sait très bien. On sait très bien que on pourra pas jeter la faute sur ces vigiles, hein, mais on sait très bien que voilà qu'ils ne sont là que pour nous sécuriser visuellement. Mais la réalité elle est tout autre. Dans son reportage, moyen, hein. Ils expliquaient qu'apparemment dans les moments de grande affluence, il imitait un peu les contrôles Ousmane. Ça t'étonne? Non, en fait, il faudrait reprendre les choses à l'endroit. À la base, la sécurité totale, le truc anti-risque où rien ne nous arriverait, cela n'arrivera que lorsqu'on sera mort. La vie est faite de risques. Ouais. Et le fait qu'on nous fasse croire que nous sommes en danger, que nous avons besoin d'être en sécurité, et constatant à chaque fois dans la réalité qu'il y a forcément un manque de sécurité parce qu'il n'y a pas de sécurité totale, et donc on va vers plus de sécurité, c'est la politique sécuritaire en tant que telle. Ouais. Ce genre de reportage n'a que pour objectif de faire avaler l'idée que nous devons vivre de plus en plus surveillés et accepter l'idée pour notre protection d'être surveillé. Moi, pour ma part, effectivement, je trouve la sécurité dont on parle aujourd'hui, quand on voit des flics dehors, quand on demande à ce qu'ils soient armés, on est dans l'émotion, on n'est pas dans l'efficacité. Et lutter contre le terrorisme ne se fait pas en mettant des vigiles à droite à gauche. Ça, c'est pour nous rassurer, nous. Lutter contre le terrorisme, c'est faire des enquêtes discrètes, sans faire de tapage, et agir concrètement sur le terrain, avec des gens efficaces qui n'ont pas besoin de passer à la télévision, ni de faire des déclarations à tout bout de champ. Quant à l'idée de se faire surveiller à longueur de journée pour notre sécurité, je trouve que c'est malsain. Je trouve que c'est une vision de la vie qui est mauvaise. La vie est faite de risques. On peut mourir à tout bout de champ, c'est comme ça, c'est ainsi. Il faut l'accepter, et on vit d'autant plus heureux lorsqu'on sait que de toute façon ne nous arrivera que ce qui aura été prescrit avant. Bon, c'est rassurant comme vision, ça. Non, c'est intéressant, ça amène une question déjà, c'est de se dire, je rejoins complètement tout ce qu'a dit Ousmane, là, franchement, je suis à fond. Il y a une première question, du coup, c'est de se dire, effectivement, à qui profite, alors je dirais pas le crime pour reprendre l'expression, mais à qui profite finalement cette médiatisation? Parce que effectivement, normalement, et là on parle quand même de sécurité, quand il y a une faille, on n'est pas censé la médiatiser, et encore moins au grand public. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et j'en viens au second point. Eh bien, on alimente, ou je dirais même on réalimente cette peur constante, qui du coup, par rapport à ce que disait Ousmane, qui du coup, le fait de constamment se dire que on est censé être en sécurité, et si on ne l'est pas, eh bien, on va redoubler d'efforts sur la sécurité. Et encore une fois, on parle toujours que de sécurité visuelle, hein. Remarquez bien. Hein. Non, mais c'est que ça. À un moment donné, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que je ne suis pas. Ça me rappelle que je ne suis pas en sécurité, tu vois. Ça me rassure pas, en fait, de me dire ça. Ouais. Et c'est psychologique. Et un truc psychologique, tu peux pas le régler, quoi. Non, mais je me sens je sens que j'ai peur. Ok. Alors? Ouais. Je sens encore que j'ai peur. On sait très bien que la plus grande des batailles, c'est combattre la peur. Effectivement. C'est combattre la peur. Parce que tu peux avoir peur juste de l'eau est inoffensive. Si tu as peur, oui, voilà. mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que j'ai eu avec mon épouse aller faire des courses, hein, même si j'aime pas ça du tout. Eh bien, à chaque fois, le mec il ouvre vite fait le sac de ma femme. Moi, j'ai une sacoche, même pas, il me la fouille rien. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Le sac, quand je disais vraiment à demi ouvert, pour de vrai. Moi, j'ai un grand sac à main. J'ai trois poches. Il y en a qu'une qui s'ouvre. Genre, c'est de dire la symbolique. Voilà, c'est ça. C'est dire ça. Symboliquement, elle a été fouillée, mais c'est pour rassurer. Mais mais alors finalement, ça c'est ce que toi tu dis et c'est ce qu'on est censé penser. Ouais. Mais là où je rejoins complètement Ousmane, c'est qu'en fait ça rassure pas, ça inquiète. Ça inquiète parce que je vois bien que je suis pas réellement fouillée. Tu comprends?
Ouais. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est mal intentionné, ben en fait il serait tout aussi mal fouillé. Donc du coup je suis pas en sécurité. Et surtout si quelqu'un veut faire du mal. Je veux dire, c'est facile, quoi. Mais pas besoin de passer par les si on prend devant l'exemple triste de ce qui s'est passé en Turquie, voilà, il est arrivé, il a tiré sur les gens qui étaient à l'entrée, et puis il est rentré, et puis il a fait ce qu'il avait à faire. Sécurité ou pas, à un moment donné, on est à l'abri de rien nulle part, en fait. Hein. Et le problème, c'est qu'on pointe trop le doigt dessus, donc du coup, on en arrive à se dire, ce que j'avais dit une fois dans une vidéo, on en arrive à se dire, à l'époque, on se disait, bon ben, j'ai peur de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Et puis finalement, l'autre bout du monde et toutes ces inquiétudes, elles arrivent à côté de moi. Donc finalement, j'ai peur de ce qui se passe autour de moi. Je n'ai pas confiance en ces personnes dans le bus, dans les transports, parce que potentiellement, ça peut être n'importe qui. Et je disais, l'étape suivante, c'est quoi? C'est d'en arriver à même avoir peur, parce que après, tu t'en arrives au sein de ton propre foyer, et tu en arrives à avoir peur de toi-même. Tu ne sais plus de ce dont tu es capable. Il faut absolument se réhabiliter le fait que on a aussi reprendre confiance en ses capacités, son libre arbitre, et de se dire, bon ok, le mal il est là, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'aujourd'hui on a l'impression d'être dominé en fait par cette peur, et cette peur qui est elle-même dominée par le mal. Tu vois? C'est archi malsain. Hein. Ouais. Moi je rajouterais qu'on a accepté, en fait, on part du principe que c'est bon d'être fouillé, quoi. Et limite, si jamais on n'est pas fouillé, on s'en plaint. Ouais, on va s'inquiéter. Pourquoi vous me fouillez pas, là? Ouais, mais je vais dire, c'est le monde à l'envers. Ouais. Moi, je ne veux pas qu'on me fouille. J'ai rien à me reprocher. Qu'on me fouille que lorsque je parais suspect, et qu'il y a des indices qui font qu'à un moment donné... Je me permets de te couper, c'est parce qu'aujourd'hui, on est... Et justement, tu vois, ça rejoint ce que je disais. Aujourd'hui, on est potentiellement tous suspects. Ouais, coupables. Tu vois. Donc du coup, c'est normal d'aller fouiller tout le monde. C'est normal d'aller contrôler les gens dehors. Les gens des quartiers populaires connaissent très bien ça. C'est normal de fouiller quelqu'un. Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi est-ce que la police, son rôle, c'est pas de me surveiller. La police, son rôle, c'est de me protéger et donc de courir après ceux qui sont potentiellement dangereux. Pour ce faire, on a mis à leur disposition des moyens d'enquête, de surveillance discrète. Pas besoin de faire du tapage. Donc moi, je veux pas qu'on vienne me fouiller et me surveiller. Je veux qu'on me protège. Et si on n'est pas protégé, les responsables doivent tomber. On doit pas venir voir la population en disant, je veux dire, sans aucune vergogne, venir voir la population en disant on va rajouter de la surveillance sur de la surveillance, là où les précédentes surveillances n'ont pas servi, là où les responsables de ces surveillances n'ont pas été mis sur le pilori, c'est le monde à l'envers. On est quand même en train de parler d'une puissance mondiale, hein. On parle de la France quand même. Oui, donc, puissance mondiale qui quand même a perdu de son... elle a perdu de son crédit, mais elle n'en reste pas néanmoins une puissance mondiale qui a les capacités de mettre en place un réseau de surveillance noble. Voilà, c'est ça le titre. Et surtout accepter l'idée que allez, même si on était dans un monde à la Matrix où on est surveillé 24 heures sur 24 avec des puces et autres, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, c'est la vie. On va mourir un jour. Ousmane, quand vous sortez de chez vous, vous vous dites c'est peut-être mon heure, bonjour. Il va y avoir non, mais moi je me dis moi j'ai une philosophie, Dieu merci, je remercie Dieu de m'avoir donné la foi. Ne peut m'arriver que ce qui a été déjà prescrit. Si je devais l'éviter, je l'éviterais pas. Et si ça devait ne pas m'arriver, quand bien même je ferais tout pour que ça m'arrive, ça m'arrivera pas. Moi, je suis cool. Y a pas de souci. Tu peux sortir dehors, il y a une météore qui te tombe sur la tête. Ou alors tu sors dehors et puis un fou furieux en voiture, hop là, qui traverse sur le trottoir. Mais fort heureusement, la vie n'est pas ainsi. Le nombre de chances, le pourcentage qu'il y a à ce que ce genre de choses t'arrive, c'est très très rare. Donc sur ces probabilités-là, on peut vivre tranquillement. Après, effectivement, quand on est dans un état de guerre, ce qui n'est pas le cas de la France. Ouais. Je te coupe. Hein. Oui, vas-y. Ce qui n'est pas le cas de ça la dépend, France. On est quand même en guerre, on est présent dans cette conflit. Justement, ce qui n'est pas le cas de la France, mais c'est ce que l'on cherche à sous-entendre en fait. C'est-à-dire que nous, le peuple, on est censé se sentir en guerre, ce qui pourrait légiférer et légitimer certains comportements justement politiques, certains choix. Laisser la porte ouverte à l'État. Ouais. Voilà. Bon, eh bien, vous sentez-vous en sécurité, vous, ici, dans les différents lieux de rassemblement, de public, je pense des centres commerciaux, dans les transports, parce qu'on peut en parler des transports, dans les aéroports. Moi, je suis assez effaré de voir que ce soit à Orly ou à Roissy, tu rentres comme si tu rentres chez ta mère, quoi. C'est incroyable. Bah oui. Attends, dans l'aérogare, je parle, hein, sans avoir passé la douane, etc. Dans d'autres pays, je pense par exemple à l'Algérie, pour ceux qui connaissent, voire même en Tunisie, au Maroc maintenant, aussi, dès l'entrée de l'aéroport,
tu passes déjà par un scanner, etc. Pour les accompagnants, ils ne peuvent pas rentrer. Enfin voilà, il y a quand même un système de sécurité qui est mis en place. Donc tu sais, il y a à peu près une semaine, je suis partie visiter j'avais déjà parlé d'elle, la petite Sana à l'hôpital, et il faut quand même savoir que pourtant il y avait 2 vigiles à l'entrée. D'accord, de l'hôpital. Donc pareil, tu ouvres à moitié ton sac. Il faut quand même savoir que je ne connaissais pas, à part l'État, je connaissais pas le service, je connaissais pas sa chambre. Ouais. Eh bien, figure-toi que je suis arrivée, j'ai pu me promener dans le service. On sait pas qui je suis. J'ai juste donné son prénom, c'est-à-dire elle a même pas de nom, rien. J'ai pas précisé qui j'étais. Je me suis retrouvée dans sa chambre. Dans sa chambre, il y avait un enfant de 8 ans à côté d'elle. Je sais pas si tu réalises. Et j'ai pu accéder à sa chambre, mais tu sais que je suis arrivée, j'ai dit je sais pas, j'ose pas trop rentrer parce que elle décroche pas. Et on m'a dit non mais allez-y quand vous vous sentez prête. Limite, c'était presque mon accompagnement psychologique à moi d'aller voir la petite, mais on sait pas qui je suis, on m'a pas demandé qui j'étais, on m'a rien demandé, et j'ai été dans cette chambre, je suis restée là-bas sans aucun souci. Donc cette accessibilité, elle est hyper inquiétante. On parle d'un service pour enfants. Ouais. Voilà, écoutez, si vous avez des choses à nous dire là-dessus, si vous travaillez dans le milieu hospitalier ou peut-être dans la sécurité, appelez-nous pour nous dire, Attention, parce que j'ai eu ce débat hier. Qu'est-ce qu'il y a Je ne pointe pas le doigt ni sur ce qui se passe dans les services hospitaliers parce qu'ils sont ils sont en sous-effectif, ni par rapport aux vigiles. On sait très bien que ça vient d'en haut. Ce serait trop facile de se dire que le problème. Justement, ce serait bien d'avoir un vigile qui nous explique un peu comment ça se passe et quel genre d'ordre ils reçoivent et pour essayer de comprendre aussi. Ouais. 01 40 33 9000 ou par mail aussi lgf@francemaghreb2.fr. Sabrina nous en parlait tout à l'heure évidemment de ce qui s'est passé en Turquie. La Turquie, le monde qui s'interrogeait depuis près de 24 heures et le communiqué est tombé. Dans la matinée, c'est Daesh qui a revendiqué l'attentat qui avait fait 39 morts la nuit du Nouvel An à Istanbul, massacre commis par un homme apparemment seul dans la boîte de nuit. Et depuis, le tireur est en fuite. La Turquie qui paye sans doute aujourd'hui cette intervention directe dans le nord de la Syrie, cette opération militaire de grande envergure contre Daesh, opération qui a débuté cet été avec la prise de Djarabout sur la frontière et qui a permis ensuite de reprendre aux dépens de Daesh, donc un territoire allant jusqu'à la ville d'Al-Bab, située à une trentaine de kilomètres de la frontière. L'armée turque et les rebelles syriens qui accompagnent cette offensive encerclent actuellement cette localité, qui est la position donc la plus importante de Daesh sur la route de Raqqa. C'est donc une position stratégique absolument cruciale et l'attentat d'Istanbul peut être considéré comme une réponse directe au bombardement de l'aviation d'artillerie turque sur les positions donc de l'organisation Daesh dans cette ville d'Al-Bab. La Turquie qui s'est doublement exposée aussi en Syrie puisqu'elle se heurte à la fois à Daesh mais aussi aux miliciens kurdes du PYD. C'est en effet à l'origine pour éviter que ces miliciens ne s'emparent d'un territoire homogène dans le nord de la Syrie qu'Ankara a décidé de s'engager. Et puis vous avez aussi ce revirement puisque la Turquie, je vous apprends rien, donc a changé un peu sa position en matière de géostratégie, puisque vous le savez maintenant elle travaille avec la Turquie. Et d'ailleurs c'est grâce avec cette alliance, j'allais dire, qu'on a abouti à un cessez-le-feu quasiment, même s'il y a encore quelques combats de ci de là, mais en tout cas on arrive à un cessez-le-feu en Syrie. Donc un petit mot sur ce qui s'est passé, un grand mot sur ce qui s'est passé et les nombreux attentats d'abord qu'a connu la Turquie l'année 2016, et ça commence plutôt mal pour elle avec cette horreur qu'a connu Istanbul et cette boîte de nuit, 39 morts. Des témoins racontent d'ailleurs que l'assaillant est rentré tranquillement déguisé en Père Noël et puis a tiré sur tout ce qui bouge avec un véritable expert, dit-on, du tir. Il a tiré à chaque fois au-dessus de la ceinture. Bref, à peu près 500 coups de fusil donc donnés donc par cet assaillant qui s'est enfui tranquillement, qui a pu se changer et puis partir en fuite. C'est bas, c'est vraiment bas. C'est vraiment bas de s'attaquer à tout type de personnes innocentes et ça moi franchement ça m'a tout de suite fait penser au Bataclan. Ouais. La Turquie, est-ce que Ousmane, la Turquie finalement est en train quelque part de payer son changement de stratégie diplomatique, notamment sur le conflit syrien? Tout d'abord, toutes mes condoléances pour les familles des victimes. Commencer effectivement l'année dans de telles atrocités n'est pas évident. Ouais. Mais voilà, en tout cas
plein de courage et toutes mes pensées positives pour ces familles. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a eu des attentats en Turquie bien avant. Bien avant le changement, entre guillemets, le changement, je crois pas qu'il y ait un changement, mais on en parlera après, le changement, entre guillemets, de stratégie de la Turquie. Je pense que la Turquie est dans une situation, dans une région extrêmement dangereuse, où il y a des conflits, où qu'elle le veuille ou non, elle est partie prenante de ce qui s'y passe, donc elle en subit aussi les conséquences entre guillemets. Elle ne peut pas être à l'abri de ce qui se passe en Syrie, ni dans tout le Proche-Orient. Ça, c'est d'une part. D'autre part, effectivement, la question est de savoir est-ce que c'est fut une bonne chose que la Turquie, que Erdogan change ainsi entre guillemets de stratégie, notamment dans son alliance avec la Russie, sachant qu'avec la Russie l'année dernière, bon, il y avait quand même de l'eau dans le gaz, quoi. C'était limite. On se souvient de l'épisode de l'avion russe. Il a quand même abattu un avion russe. Ouais. Bon. Bah écoutez, c'est ce qui montre, je disais ça je crois l'année dernière, il n'y a pas d'amitié ou d'amour entre les États, il n'y a que des intérêts. Donc ceux qui s'offusquent ou qui sont étonnés d'un changement de stratégie entre guillemets, c'est qu'ils n'ont rien compris aux relations internationales. On regarde en fonction des intérêts. Or, l'intérêt de la Turquie était d'être en alliance avec les forces présentes, c'est-à-dire la Russie et l'Iran. Donc moi je trouve que c'est même très intelligent de leur part d'agir ainsi. C'est pas un changement de conviction ou une forme de politique girouette. C'est une stratégie géopolitique qui prend en compte les acteurs clés de ces lieux. En l'occurrence, on ne peut pas faire la paix dans cette région sans la Russie parce qu'elle est présente et sans l'Iran. Donc je trouve que c'est tout à fait normal. Donc la Turquie finalement a changé de stratégie pour aller dans un camp qui s'en voit renforcé, qui donc par intérêt, si j'ai bien compris Ousmane. Non, parce que je pense que la politique turque, en fait, on lit la politique turque à l'aune de nos visions d'Européens et d'Occidentaux. Et que la Turquie a sa propre vision, c'est-à-dire elle veut protéger l'intégrité de son territoire. Elle ne veut pas de nation kurde à côté d'elle, parce que c'est une partie, une grosse partie. Je crois, j'avais lu dans un article, c'est près de 30% du territoire turc qui sont en danger dans cette affaire. Ouais. Donc, elle poursuit cette stratégie. D'une part, d'autre part, elle est contre effectivement Daesh. Et troisièmement, elle est contre la stratégie mise en place. Elle est devenue contre Daesh. Non, elle est contre. Elle n'est pas quand même, pour. je te rappelle Ousmane qu'elle a quand même laissé sa frontière quand même de manière assez poreuse, où ils ont pu tranquillement traverser la frontière, pu aller en Syrie assez tranquillement. Je sais pas, il faudrait. Je ne connais pas tous les détails. C'est ce qu'on dit. On dit que elle les combat ouvertement. Elle est l'alliée de Daesh. Moi, je ne saisis pas très bien. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ce que je sais, c'est que elle a un ennemi premier, c'est les Kurdes. Oui, ça, elle ne clair. veut pas d'État kurde. Oui. On ne peut pas comprendre la politique géostratégique internationale de la Turquie dans cette situation-là si on ne prend pas en compte que elle est en danger de scission. Elle risque de perdre une partie de son territoire. Tout le reste est secondaire à ses yeux. Est-ce qu'elle a tort, elle a raison? Je dis pas ça. Est-ce qu'il faut craindre encore d'autres attentats en Turquie, parce que vous savez qu'elle en a connu pratiquement un par mois l'année dernière, hein, c'est hallucinant. C'est à craindre, d'autant que le pays, c'est hallucinant. D'autant qu'à côté des attentats, il y a des risques de coup d'État, donc voilà, c'est pas rassurant. C'est un point stratégique quand même, la Turquie, dans le sens où si elle tombe, il y a une très 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 forte symbolique en fait qui tombe avec. Tu vois. Et puis il y a une déflagration politique surtout tout tombe par terre. C'est incontestable. Donc c'est aussi ce qui fait qu'elle est un petit peu le point culminant d'autant d'attaques. Ouais. Voilà. Ouais. On va voir ce qu'en pense Abdelrahman avec nous au standard. Bonjour Abdelrahman, bonne année, bonjour. Oui, bonjour Christophe, bonne année à vous, bonne année à vos invités, longue vie, beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Vous nous appelez. Je voulais intervenir par rapport à la sécurité dans les établissements recevant du public. Ah, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, moi j'ai travaillé, ça fait 30 ans de ma vie, je l'ai passé dans les établissements recevant du public d'une manière générale, quoi. Ouais. Et le problème qui se pose, c'est que le budget qui est destiné à la sécurité, c'est un budget très très. Ouais. Un centre commercial, quand il met un budget de 20 000 euros, ben le chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des agents en fonction des 20 000 euros. Et
l'établissement reçoit du public, il y a deux sécurités, c'est-à-dire la sécurité incendie et puis il y a la sûreté. Ah. Ouais. Donc le budget finalement n'est pas à la hauteur des attentes, quoi. Mais n'est pas à la hauteur des attentes. En même temps, c'est deux choses différentes. La sécurité incendie, ils font que de l'incendie, et la sûreté, ils font que de la sécurité et la sûreté. Ça veut dire que si vous avez deux agents dans un centre commercial où il y a par exemple 30 boutiques, ils ne peuvent pas contrôler. Impossible. Ouais. C'est impossible de contrôler, c'est impossible. Après, quel est le pouvoir qu'il a l'agent de sécurité aujourd'hui? L'agent de sécurité aujourd'hui, il est protégé par le code du travail, point barre. Il n'a aucun pouvoir sur le client de le fouiller ou lui poser des questions. C'est-à-dire que si je vous comprends bien, Abderrahmane, on peut refuser d'être fouillé? Bien sûr, le client, il est roi. Parce qu'en fait, l'agent de sécurité, il n'a aucun pouvoir, c'est juste simple salarié. T'imagines le poids dans l'inconscient quand même, Il y a certains établissements, par exemple, comme la préfecture, etc. Il y a des arrêtés du préfet où ils donnent l'autorisation, par exemple, à l'agent de fouiller, etc. Mais ça, c'est dans des sites sensibles, comme l'aéroport, etc. Là, il y a une spécificité. Mais après, quand on prend les établissements recevant du public toute catégorie, soit catégorie A ou B ou C ou comme vous voulez, ils seront tous à la même réglementation. Bah merci en tout cas Abderrahmane de nous avoir un peu éclairé sur la situation. Bon courage à vous. Hein. Merci beaucoup. À très vite. Alors la Turquie aujourd'hui, pour revenir à la Turquie, Ousmane et Sabrina, force est de constater aujourd'hui que le cessez-le-feu en Syrie a été et est respecté grâce justement à une alliance qui n'était pas garantie au départ, hein, on l'a rappelé, la Russie, la Turquie et l'Iran qui ont ces trois-là ont réussi à obtenir ce cessez-le-feu sans, et c'est là que c'est important, les États-Unis, l'Europe, donc qui ont été carrément et purement écartés des discussions, quoi, en l'occurrence. Donc ce sont les grands gagnants de ce conflit en Syrie. Pour toi, Ousmane? Je sais pas encore, il faudra attendre la fin du conflit, parce qu'il n'est pas encore terminé, mais ça montre effectivement, en fait, ça montre que les acteurs, je répète ce que j'ai dit la dernière fois, il n'y a de force et d'indépendance que dans la souveraineté, quant à soi. La Turquie et les différents acteurs de cette région n'ont pas à attendre l'ONU, ni l'Europe, ni les États-Unis, qui jouent un rôle trouble dans cette affaire. Et je pense que c'est ce qu'ils ont compris. L'ONU n'est qu'une petite marionnette entre les mains des grandes puissances, qui ne servent que leurs intérêts. Et effectivement, c'est un camouflet sur le plan diplomatique par rapport pour l'ONU d'une part, pour les États-Unis et pour l'Union européenne. Mais pour quelle raison? Parce qu'ils ont joué un rôle trouble dans cette affaire d'une part, et n'ont pas agi dans le sens des intérêts des différents protagonistes en présence, c'est-à-dire en tout cas de la justice, tel que eux le proclament à longueur de temps, ni pour les droits de l'homme, ni pour la justice. Quand on sait que les États-Unis, quand même, je me fais écho d'un article paru dans Le Point, en tout cas que j'ai lu sur Internet, où il est clairement connu que les États-Unis financent une partie des rebelles, notamment Jabhat al-Nasr. Jabhat al-Nasr, c'est Al-Qaïda quand même. C'est Al-Qaïda, oui, absolument. Voilà, mais c'est une hypocrisie totale. Alors, l'éclairage sur la Turquie d'un Syrien qui est avec nous. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir mes amis. Meilleurs vœux pour vos auditeurs, monsieur Ousmane, votre invité, la dame. Sabrina, artiste. Sabrina, merci. Et puis, mes condoléances aux familles des victimes, donc en Turquie, comme monsieur Ousmane, hein, donc j'ajoute pas un mot de plus à propos de tous ces massacres inutiles et inhumains. Maintenant, concernant l'éclairage sur la Turquie, il y a eu un cessez-le-feu. En tout cas, j'ajoute rien à M. Osman qui a bien pris le problème turc et kurde, et kurde en Syrie. Donc, 100%, j'adhère à cette analyse, qu'il n'y a rien à ajouter. Seulement, j'éclaircis 2 points. Par rapport au cessez-le-feu, il y a 10 ans, il y a même 15 ans, quand l'ancien régime socialo-arabo-bassiste, où la direction de Damas, à l'époque Assad père, avant qu'il meure, de la leucémie, avec les Turcs. Donc il a fourni Öcalan, il est emprisonné depuis, qui était le chef d'état-major des PKK. Donc, en prison, il a réglé le cessez-le-feu via Hafez al-Assad. Bon.
Les relations sont au top entre la Syrie et la Turquie à l'époque, même avec le fils. Maintenant, le problème qui aide les Kurdes, j'en avais parlé il y a quelques jours, c'est les Occidentaux. Même les marxistes-léninistes de Syrie, ce qu'on appelle les démocrates, sont aidés par les Américains et les Occidentaux et l'OTAN contre les Russes et Erdogan. Surtout depuis cet été accéléré. Donc je réfère à un éminent journaliste assez dans l'air il y a une semaine qui s'appelle Frank Gisenberg. Là, il a bien parlé, les génocidaires turcs ottomans dont Erdogan, ils ont fait ce qu'ils ont fait leurs ancêtres contre les Arméniens en 1915, ils continuent à le faire contre les Kurdes. Les Kurdes sont soutenus à bout de bras par l'OTAN, les Américains et tous les Occidentaux. Enfin, les plus grands perdants, ça va être la Turquie. C'est pour cela ils ont fait vite une alliance qui était logique avec les Perses et les Russes, qui eux-mêmes, c'est des envahisseurs de la Syrie. Voilà, on va parler. Bon, voilà, mais merci docteur. Un petit mot à rajouter, Ousmane ou Sabrina, là-dessus, sur sur l'éclaircissement de docteur. Je pourrais pas rajouter un mot parce que c'est absolument pas ma spécificité et donc parler pour rien dire. Non, là sur ce coup-là, j'ai pas forcément de regard. C'est trop complexe pour moi. Il y a des nœuds sur des nœuds. La seule chose que je me demande, c'est j'ai le sentiment que finalement, comme je le disais tout à l'heure, on a envie finalement de faire de la Turquie la prochaine série, quoi. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Il y a un risque et il y a une volonté de diviser la Syrie. Et les Kurdes sont en train de jouer un peu... De diviser la Turquie, non? Tu voulais dire? Tout le Moyen-Orient. D'accord. En fait, il y a des revendications ethniques, religieuses et nationalistes qui sont utilisées les uns contre les autres, mais avec pour résultat que aucun n'aura ce qu'il veut et il y aura un partage. Et il y a des volontés, il y a pas que des volontés, il y a des stratégies qui ont été écrites. Je fais référence à un certain nombre d'articles qu'on peut trouver sur Internet de la part d'un certain nombre de spécialistes et d'experts en géostratégie issus du Pentagone, autres, qui ont clairement indiqué leur volonté depuis les années 80, 86, même en 2000, de diviser cette région en disant que ces Arabes qui ont quand même un certain nombre de ressources minières ne sont faits que pour être dominés. Ils ne peuvent pas gérer leur vie par eux-mêmes. Je cite à peine. C'est mot pour mot à peu près ce que disait entre autres Bernard Lewis. Bernard Lewis, je crois qu'il s'appelle. Oui. Mais encore une fois, je reviens sur le propos. La politique que mène la Turquie est la politique la plus sage. Parce qu'elle elle est la plus logique parce qu'on peut pas faire autrement. Il faut que les protagonistes sur ce territoire-là fassent le cessez-le-feu. Il y a que eux qui peuvent le faire respecter. Et encore une fois, l'ONU n'a pas joué son absent. N'a pas joué son rôle. Mais est-ce que son rôle est vraiment d'établir la paix? Dans un instant, les avis tranchés de Ousmane Timera et Sabrina Artiste à découvrir. Et puis on parlera aussi en Irak. François Hollande y a été pour rencontrer les militaires français sur place. 6 attentats à Bagdad ce matin. LGF de retour sur France Maghreb 2, c'est bien, les pubs sont courtes, là c'est parfait, on commence bien l'année, on a le temps tranquillement d'analyser, de décortiquer avec vous au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00 par mail lgf@francemaghreb2.fr. Et puis tout à l'heure, tiens, je vous mettrai vous connaissez Soprano quand même, Ousmane et ça va. Quand même. C'est son année, hein, vraiment un gros succès pour lui. On écoutera tout à l'heure son featuring avec Marina Kaye. Écoutez donc tout à l'heure sur France Maghreb 2 entre 18 et 18h30 et ceci me laisse également l'occasion de vous rappeler que notre ami Amar sera de retour après 3 semaines d'absence quand même. Allez, c'est parti pour les avis tranchés, vous êtes prêts? Toujours. Toujours, on y va alors. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Avis tranchés sur lesquels d'ailleurs vous allez pouvoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, réagir au 01 40 33 9000. Ousmane, qu'est-ce que t'en penses? La galanterie nous oblige? Mais bien sûr. Madame Sabrina Artiste, on vous écoute. C'est parti. Changer la vie des autres. Julien a 19 ans. Il a une grande sœur et vit avec ses 2 parents dans une petite ville à la campagne, loin, très loin de Paris. Julien ne connaît pas l'islam ni même le miracle de la vie. Par contre, la mort, il veut la connaître. Avril 2006. Nous sommes sur les quais du métro parisien.
Je marche difficilement, plus que quelques mois avant l'arrivée de mon premier enfant. J'attends le métro accompagné de ma sœur. Épuisée, je le suis. Il me tarde de rentrer à la maison me reposer. Nous avançons sur le quai en attendant le train. Je passe devant ce petit jeune assis sur un siège aussi frêle que lui. Il pleure. Je ne saurais l'expliquer, mais depuis petite, j'ai toujours ressenti le besoin de parler à une personne en larmes. Faire comme si je ne voyais pas la détresse des autres, je n'ai jamais su faire. Je me dirige vers lui. Le train arrive au loin. Il se lève en direction du quai. J'ai à peine le temps de lui dire « Bonjour, est-ce que ça va ?» Il s'arrête brièvement, me regarde le train qui est à quelques mètres de nous, me regarde encore en pleurant. Je ne l'explique pas car à ce moment précis, je n'ai pas conscience du scénario macabre que Julien planifiait dans son esprit. Alors, sans savoir pourquoi, je pose ma main sur son épaule d'un geste très maternel et je réitère « Tu es sûr que ça va ?» Lorsque le train est à notre portée, Julien recule d'un pas et s'effondre en larmes. Il retourne s'asseoir et pleure d'une détresse que je n'explique pas, mais que mon cœur comprend et entend. Ma sœur me fait signe de monter dans le wagon, je refuse, et pars rejoindre Julien, recroquevillé sur lui-même et dont les larmes n'ont de cesse de couler. Pourquoi ? Pourquoi vous m'avez parlé ? Ça ne devait pas se passer comme ça. Pardon, lui dis-je. Pourquoi ? Non, je devais sauter, c'est comme ça que c'était prévu. Je réalise la gravité de la situation tout autant que sa détresse profonde en l'espace de quelques secondes. Je ne réfléchis pas et laisse mon cœur parler, celui-là même qui me dirigeait avec insistance vers Julien. Je suis désolée, lui dis-je. Mes excuses ? Julien ne s'y attendait pas. Il reprend automatiquement ses esprits car complètement court-circuité par ces mots. Comment est-ce que tu t'appelles ? Moi, c'est Sabrina et ma sœur, là, c'est Sarah. Non, laissez-moi, s'il vous plaît. J'aimerais te laisser, je sors de la maternité, je suis fatiguée, mais ta fatigue à toi me semble plus importante et ton repos, celui que tu cherches, n'est pas là où tu penses le trouver. Il me regarde longuement, hésitant entre l'envie violente de se lever et de m'ignorer en me vomissant toute mon empathie au visage, et l'envie fascinante de m'écouter car ses yeux parlent. Ses yeux me disent « Ne me laisse pas comme ça ». Je suis musulmane et je vais te parler un peu de moi. Après cela, je te promets de partir et de te laisser si c'est ce que tu souhaites. Après une brève réflexion et ce regard si intrigué, touché et en colère, il me répondra d'accord. Je lui dis « J'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours cru en ces signes. Ces miracles sont là, devant nous. Je suis convaincue que rien, je dis bien rien n'arrive par hasard. Je suis convaincue que si tu devais mourir, si c'est comme cela que ça devait se passer pour toi, alors avec ou sans moi, ça se serait fait. Dieu t'aime et il veut te le montrer. » Julien est inconsolable à l'écoute de ces mots. « Vous ne comprenez pas, me dit-il. Je ne mérite pas d'être en vie. » « Peu importe qui tu es, lui dis-je. Peu importe qui tu es et ce que tu as fait, ta vie mérite d'être vécue. Je porte la vie pour te rappeler que ce miracle d'être en vie est une grâce de sa part. Et pourquoi Dieu m'envoie vers toi ? Je te parais heureuse et épanouie et même tous ces gens autour de toi, regardez-les. Ils ont aussi leurs difficultés, leurs hontes, leurs combats, tout comme toi. Je ne te connais pas, mais je le crois viscéralement. Tu mérites d'être en vie. Merci, me dit-il. Julien. Je m'appelle Julien. Nous ferons connaissance. J'apprendrai que Julien avait quitté son village le matin même, laissant un mot d'adieu à sa famille, ayant pris la décision de se donner la mort dans le métro parisien. Il habite donc à des centaines de kilomètres d'ici, refuse catégoriquement d'être contacté par sa famille et angoisse à l'idée d'aller à l'hôpital. Encore une fois, sans réfléchir et après 3 longues et salvatrices heures de discussion sur ce quai de métro, je propose à Julien de venir dormir chez nous. Car si lui refuse catégoriquement de voir sa famille, je refuse catégoriquement de le laisser seul voué à lui-même. Je prends Dieu comme protecteur envers et contre les avis de certains membres de ma famille, dont je comprends tout à fait la légitimité de leur prise de parti, mais ce n'est pas la mienne. Je ne me sens pas rassurée à l'idée de le laisser seul, avec pour seule compagnie sa détresse. J'agis avec confiance totale et une conviction pure que Dieu seul connaît, car lui seul la dépose dans les cœurs, alors je m'en remets pleinement à lui. Julien passera la soirée avec nous, toute la famille réunie, il nous voit rire autour et avec lui, sans dramaturge, ni pitié, ni jugement. Il finit par accepter de me laisser contacter sa sœur. Gloire à Dieu, il passera la nuit à la maison et retrouvera sa famille le lendemain. 10 ans plus tard, Julien vient d'être papa. Il travaille dans un hôpital en tant qu'infirmier et même s'il est passé par des périodes difficiles, Julien est en vie. Un simple regard échangé. Voilà ce qui a sauvé la vie de cette personne. Julien existe partout autour de vous. La détresse d'autrui n'est pas forcément de cette gravité, mais elle est bel et bien présente. Et un simple mot, un simple don, un simple regard peut changer une vie. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'empathie, de l'entraide, de la fraternité et surtout de votre humanité.
J'ai pris le parti de vous raconter cette histoire en bonne et due forme et de vous la relater, eh bien non pas parce qu'elle a changé uniquement la vie de Julien, mais aussi et surtout la mienne. Car effectivement, on a tendance à réaliser que l'on peut contribuer à améliorer le quotidien d'une personne, mais en réalité, on ne voit pas ce que c'est, on ne voit pas que c'est en nous que s'opèrent les bienfaits. Et c'est bien là la plus grande de ces sagesses. Alors pour conclure, donnez. Donnez de vous, que vous soyez. Donnez à chaque fois que votre cœur vous indique qu'il y a urgence, car c'est votre foi en l'humanité, votre foi en Dieu, votre foi en vous que vous nourrissez lorsque vous contribuez. Vous contribuez à apaiser, soulager, consoler, améliorer la vie de votre prochain, fût-il un étranger sur un quai de métro. Histoire vraie. Histoire vraie. Ousmane. Quand on donne, on se nourrit. Exactement. Merci. Très belle histoire. Merci. Donc Julien aujourd'hui a une belle vie quoi. Ben Julien vit sa vie. Ouais. Et c'est déjà très beau. Voilà. Bah écoutez, ça nous en laisse sans voix cette histoire. Merci Sabrina pour nous avoir raconté cette histoire. Avec plaisir. Voilà, c'est son avis tranché. Aujourd'hui, c'est un espèce de changer la vie des gens, en fait, c'est apprendre à changer sa vie. Voilà, savoir juste, comme je dis à la fin, savoir juste développer son empathie parce que on manque de cela et que ce qui moi m'a marqué et me marquera à vie, c'est de me dire que ce simple regard là, ce petit jeune qui a les yeux en larmes, eh bien on était plusieurs à passer. Je suis personne, c'est juste que Dieu a décrété que c'était moi à ce moment-là, mais j'aurais pu aussi passer outre cela et voilà, des suicides on en entend parler tous les jours et de se dire que on peut finalement apporter quelque chose de très riche, de très profond à quelqu'un et ne pas le sous-estimer, tout simplement. Donc tu as des nouvelles de lui? Ah oui, bien sûr. Vous êtes restés en contact? Oui. Bon. Voilà, formidable en tout cas, si ça peut inciter, c'est vrai, des personnes, d'ailleurs je me mets dedans, à essayer de regarder ou d'accorder un minimum d'attention à des gens qu'on peut rencontrer, qui sont parfois en détresse, de prendre le temps, d'avoir le temps, de prendre le temps de parler avec eux. C'est aussi important, voilà, parce qu'on est dans notre quotidien, dans nos, on peut changer la vie de quelqu'un, en fait, tout simplement. C'est cette histoire, on peut tous la vivre. Voilà, on peut tous la vivre. Il suffit juste par moment, comme tu le dis, de prendre le temps, de s'arrêter et ce temps-là, il est difficile, il est difficile. Moi ça m'effraie totalement de voir les gens et la réaction des gens, notamment au feu rouge. Vous savez qu'il y a beaucoup de Syriens qui font la manche en ce moment, et ces gens qui leur parlent mal, qui leur limite crachent dessus, c'est absolument alors que tu vois, c'est le contraire qu'on est censé cultiver. Et comme tu le sais, depuis que je suis à la radio, c'est ce que j'essaye aussi de mettre en lumière parce qu'on en a besoin. Moi la première, on en a besoin, en fait, j'ai l'impression qu'on a désacralisé l'empathie, l'amour, l'humanité, comme si finalement c'était un monde de bisounours et que c'était un monde imaginaire, alors que c'est une réalité et que cette réalité, elle est saine, elle est pure, arrêtons quoi, à un moment donné, non, réellement, on se doit d'accepter cette bonne partie. Cette bonne partie n'est pas de la naïveté, cette bonne partie n'est pas une faiblesse. Cette bonne partie, c'est une force. Et c'est en s'aidant les uns les autres, en se comprenant, en se pardonnant, inconnus ou pas, comme tu le disais si bien, Christophe, voilà, les gens qui sont dans la rue, c'est tellement facile de pas voir. C'est tellement plus facile. Tu vois, parce que je me sens pas responsable en fait quand je les vois pas. À partir du moment où j'ai parlé avec cette personne, forcément je me sens responsable de devoir faire quelque chose parce que j'en appelle à ma conscience, tu vois. Ma conscience, quand je la réveille pas et que je regarde pas ce qui se passe, c'est plus facile. Sauf que c'est simple, mais plus tu fais du bien et plus tu feras du bien et plus c'est naturel et voilà et vraiment et sincèrement c'est tout sauf un discours utopique. Là cette histoire là on est en train de parler de la réalité du terrain et cette réalité là, si on essaye de nourrir cette empathie et d'en faire une force, parce que je suis quelqu'un d'empathique et je me fais pas écraser pour autant, c'est de se dire que je pense, en tout cas, que cette matière-là n'est pas assez développée et que on a beaucoup à apprendre et beaucoup à donner. En tout cas, Sabrina prenait le métro il y a 10 ans. T'as tout compris. Voilà.
Voilà. Preuve que la sécurité apparemment intéresse et interpelle aussi les gens. Peut-être d'ailleurs la première inquiétude peut-être des Français d'aujourd'hui, en croire les nombreux appels qu'on reçoit depuis tout à l'heure. Je vais prendre Salim avant de passer à la vue tranchée de notre ami Ousmane. Salim, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Salim. D'abord, merci pour le petit tranché, là, c'était pas mal. Merci. C'était pas mal, dit-il. Très touchant et c'était vraiment, ça fait réfléchir quoi. Oui, c'était le but en même temps. Hein. Ouais. Je pense en tout cas. Hein. On nous confions cette petite. Je voulais partager ça. C'est un article que j'ai écrit dans que je le cite quand même, hein, le numéro 27 d'Imen Magazine. Et effectivement, quand on m'avait demandé d'écrire un article, on m'avait pas du tout demandé de faire ça. Et Imen Magazine, c'est un truc pour les femmes, ça, non? C'est un magazine pour les femmes, la femme musulmane. Mais après, il s'adresse à tout le monde. Ouais. Et c'est vrai que, je me permets juste la petite parenthèse. C'est vrai que voilà, j'ai eu envie de partager cet épisode parce qu'il y a rien de plus parlant. Parce qu'à moi-même déjà, ça m'a touché, ça a été une leçon pour moi et ce genre de leçons on doit pas les laisser dans les méandres de notre passé. On doit pouvoir les partager. Ça doit nous marquer tout autant que des faits tragiques comme on peut en entendre ne serait-ce qu'aujourd'hui avec l'actualité. Alors Salim, la sécurité, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, en fait, tu parlais des aéroports, des gares, enfin des lieux publics en général. Ouais. Et c'est vrai que comme tu disais, à Orly ou à Roissy ou autre part, on rentre comme ça sans moulin quoi. C'est vraiment inquiétant quoi. Et c'est vrai que comme dans certains pays, je pense à l'Algérie ou le Maroc, la Tunisie, on ne va pas les citer. C'est vrai que quand on arrive à proximité des aéroports, c'est des véritables bunkers en fait. Oui, c'est-à-dire que l'Algérie, quand même, on se rappelle de l'aéroport qui avait explosé, qui avait été victime d'un attentat en 94. Ils n'ont pas attendu un deuxième attentat pour prendre les choses en main. Et effectivement. Mais oui, c'est toujours mis en place. Hein. Oui, bien sûr. Ça fait pas mal d'années. Ouais, depuis très longtemps. C'est pour ça que quand dans les médias on cite l'exemple israélien en matière de sécurité, non, il faut d'abord parler de celui de l'Algérie, qui a plus de 20 ans maintenant. Effectivement, il y avait eu cette explosion à l'ancien aéroport d'Alger. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que les conditions de sécurité sont absolument draconiennes au niveau de l'aéroport. Ouais. Même en ville, hein, tu vois plein de barrages filtrants de police. Après, est-ce que ce serait le cas dans Paris ou à Lyon ou à Marseille? Je pense pas parce que je pense pas que l'État ferait ce genre de pratique parce que ça ennuierait plus autre chose certaines personnes quoi. C'est vrai que ça m'avait marqué en Algérie tous les étés où j'y allais, ces barrages en pleine autoroute. Et effectivement, là par contre pour le coup, tu te sens plus en guerre qu'en sécurité. Mais ce que je sais pas si vous saviez, mais ils ont quand même investi pas mal de moyens concernant les barrages. Ils ont même des fichiers spéciaux pour les véhicules immatriculés à l'étranger. Donc ça fait que si vous êtes immatriculé à l'étranger, si vous êtes suspect, vous avez un fichier qui peut répertorier votre véhicule s'il a été volé ou s'il a été en... Tu sais qu'ils avaient des détecteurs de métaux aussi. Oui, ils ont ça aussi également. Depuis 2009. C'est vrai que je sais pas si c'est encore le cas, mais effectivement, tu circules pas pendant un bon moment comme ça sans barrage d'un point A à un point B, c'est juste pas possible. C'est ce qui génère d'ailleurs, en tout cas sur la ville d'Alger, beaucoup d'embouteillages. Hein. Et on parle de au niveau de la pollution, parce que j'entends souvent parler de la pollution à Paris, et on parle de Pékin, mais on parle pas des autres villes que sont Maghreb ou ailleurs. Ça c'est un autre sujet mon ami, on va pas non plus s'écarter. Donc là on parlait de la sécurité. Merci en tout cas de ton appel et à très vite. Alors j'ai deux appels, là on les prend vite fait Ousmane avant de parler du Sénégal. Oh oui. Allez c'est parti. Ali, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à votre invité. À nos invités. À tous les auditeurs. Ali, ils sont deux, oui. Il y a Ousmane et il y a Sabrina aujourd'hui. Ouais, vos invités à Ousmane et Sabrina, bonsoir à vous et une très très bonne année à vous. Merci. Et à tous les auditeurs en France, à tous les Français. Voilà. Merci. Alors. De rien.
Donc voilà, je vais intervenir là sur quelque chose que j'ai découvert qui est un peu nouveau. C'est peut-être en fonction des choses qui se passent en Syrie, de la désinformation, etc. Et peut-être comme les choses prennent une nouvelle tournure ici en France et j'espère un petit peu dans d'autres pays, dans certains autres pays dans le monde. J'ai découvert, c'est sur la source, c'est LCI, la chaîne d'information LCI française. Ouais. C'est l'interview de monsieur Éric Dénessé, qui est directeur du Centre français du renseignement, CF2R. Cela s'est passé le 21/12/2016 à 23h sur la chaîne LCI. Je fais la synthèse. Voilà, donc c'est de ce qu'il dit. Une falsification de l'information énorme. On se fait rouler dans la farine sur Alep par les fausses informations, diabolisant le pouvoir syrien et minimisant le rôle des terroristes en les surnommant les rebelles modérés. Et aussi, on oublie aussi les bombardements saoudiens criminels sur le Yémen. On zappe le rôle des Saoudiens sur la destruction du Yémen. Je schématise. Hein. Donc voilà, ça se passe sur LCI, une chaîne d'information française de grande écoute. Et, je pense que peut-être BFM TV va y avoir droit, France 2, et cela parce que peut-être que c'est la fin du quinquennat de Monsieur Hollande et qu'un nouveau pouvoir va arriver qui veut être plus clair et plus véridique envers les Français sur ce qui se passe là-bas. Merci Ali pour votre schéma sur cette interview donc sur LCI. Ahmed, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, donc meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous aussi, Ahmed. Vos chroniqueurs, vos collaborateurs pour la radio, puis pour le monde entier, si je peux le faire. Et au-delà, bien sûr, de souhaiter la bonne santé et la prospérité, c'est la paix et bien sûr l'amour entre les peuples. Et j'espère que cette année, ce sera une année, je veux dire, où les conflits qu'il y a aujourd'hui et qui sont terribles. Espérons, Inch'Allah, que tout ça va être du passé. Je voulais justement remercier Sabrina pour cette histoire magnifique. Merci. Elle a donné en fait la vie 2 fois. C'est-à-dire, elle a donné la vie à son fils, enfin son fils ou sa fille, pardon, à son bébé, à cette époque-là, à son bébé. Elle a redonné la vie à quelqu'un qui n'en avait plus envie. Et c'est drôle, j'ai fait un parallèle entre ce que vous avez dit, Christophe, concernant les Syriens qui étaient au feu rouge. Eux, ils avaient fui la mort. Et lui, il voulait aller vers la mort. Et eux, ils ont fui la mort, on leur crache dessus. Pourquoi? Parce que justement, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que vous avez parlé d'un sujet quand même très, très, très important. Tous les trois, tout à l'heure, je vous ai écouté au début, lorsque vous avez parlé de cet excès de sécurité qui met mal à l'aise et qui dérange énormément. Donc, juste une petite parenthèse concernant l'Algérie pour Sabrina. En Algérie, on voit pas des gens en armes, je veux dire, casqués avec des mitraillettes et tout. Ça se fait vraiment, même si en pleine autoroute on arrête les gens ou dans les aéroports, mais ils sont dans une tenue tout à fait normale, naturelle, même avec le sourire et tout. Ça se passe très bien. Je veux pas jeter des fleurs à l'Algérie parce qu'il y a des secteurs et des situations, je veux dire, qui n'honorent pas la politique algérienne. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour revenir, regardez, récemment, il y a eu quelqu'un qui a agressé dans un bus, il a agressé un barbu. Oui. Alors il a dit, oui, il m'a fait peur. Vous avez entendu parler de ça? Oui, c'est passé dans le sud, je crois, de la France. Oh, je ne sais pas si c'est dans le sud ou dans la région parisienne, je ne me rappelle pas, honnêtement, je ne sais pas. C'est uniquement la finalité, le sens de ce que nous vivons aujourd'hui. Il a agressé, et quand tu en poses la question, il a dit, il m'a fait peur. Parce qu'il était barbu, il m'a fait peur. Et c'est ça, justement, je crois, le sens de ce que vous disiez tout à l'heure. C'est qu'à force de contrôler les gens, à force d'être surarmés, à force de parler de l'islamisme, de l'islam, de l'intégrisme, de parler des terroristes, eh ben l'ennemi il est montré du doigt en fait, c'est-à-dire un arabe, un musulman, c'est lui l'ennemi par excellence, c'est-à-dire on est en train de défendre les Français alors que nous sommes Français à part entière, nous aimons ce pays-là, nous pouvons nous sacrifier pour ce pays-là, mais c'est le moment puisque aujourd'hui on a distribué les rôles. En fait, il y a ceux qui sont, et c'est pour ça que c'est mauvais ce que disait tout à l'heure comment il s'appelle Ousmane, c'est juste. La police, elle est là pour justement, non pas pour, je veux dire faire peur, mais au contraire justement pour venir en aide. Quand on va dans un commissariat, c'est pour se sentir bien, pour non pas pour déjà être presque une
je veux dire, plutôt que d'être un citoyen qui va dans un commissariat, pas tous les commissariats, j'entends, mais enfin, je veux dire, on a une insécurité partout. Pourquoi? Parce que malheureusement, je vous dis ce qui est terrible, et tant qu'il y aura ça, ça va être de pire en pire, puisque il y a beaucoup de politiques d'extrême droite et autres, même au centre, à gauche, etc., et à droite, qui sortent sur cette vague. C'est-à-dire les musulmans, l'islam, et puis on essaye. Zemmour qui dit qu'il faut changer ses prénoms, parce que les prénoms arabes, c'est pas des prénoms qu'il faut avoir aux musulmans éventuellement, les avoir en France. Je veux dire, chacun y va de sa partition. Et c'est pour ça que je vous dis ce qui est terrible, et j'en finis, si vous me permettez, c'est aujourd'hui, si ça continue comme ça, il va y avoir des agressions, parce que l'ennemi, c'est l'arabe et le musulman, et malheureusement, même si parfois on entend, je veux dire, certains politiques qui disent non, pas d'amalgame, etc., c'est faux. Il faut que ça s'arrête, que ce pays commence un peu à apprendre que les uns aillent vers les autres, les citoyens de toute origine, de toute race, etc. Bon, je vais pas trop. Merci Ahmed. Merci beaucoup. On va demander à Ousmane et Sabrina avant la pause et avant de retrouver l'avis tranché de Ousmane. Est-ce que vous partagez le constat amer d'Ahmed? Non, Ousmane, je t'en prie. Bah vas-y. On t'entend pas depuis tout à l'heure. Ah mais c'est bien, le silence est d'or. Mais non, en fait, je suis en train de réfléchir à tous, d'abord à ce que disait notre chère amie Sabrina, plus les deux interventions. L'humanité semble vouloir s'entêter à ne pas comprendre la leçon suivante. Il n'y a pas de sécurité dans un océan de misère. Et vouloir, dans l'injustice, se protéger des effets de ces injustices par le surplus de sécurité et d'armes, c'est à la fin finir par la guerre civile et par la mort. On n'échappe pas à la misère que l'on sème autour de soi. Et c'est pour ça que je rejoins tout à fait ce que disait Sabrina. C'est par le surplus de dons, d'amour et d'affection et de partage que l'on arrivera à éradiquer la haine. Pas en ajoutant de la haine à la haine. On ne répond pas à la haine ressentie par les uns ou par les autres, ou en tout cas par ceux que nous pensons être des barbares. On ne répond pas à cette barbarie par une autre barbarie. D'autant que, si on regarde les faits, le véritable barbare est celui qui est assis dans son bureau, qui jette des bombes sur la tête de gens, et qui ensuite se plaint du fait que les familles de ces gens se mettent à le haïr. On ne peut pas continuer comme ça. Je suis assez d'accord. Il faut partager les richesses, les amis, si vous voulez être en sécurité. Sabrina, un petit mot là-dessus avant la pub? Là, il n'y a pas de fight là aujourd'hui, Christophe, hein, parce que je suis complètement d'accord aussi avec ce que dit Ousmane. Bon, bah écoutez, formidable. Dans un instant, à retrouver l'avis tranché de notre ami Ousmane Timéra. On va parler un peu du Sénégal. Le Sénégal qui a été à la une, si je puis dire, avec cette résolution, et le Sénégal qui a été visé directement par Israël. En fin de compte, je sais pas si, par rapport au sujet qui vient d'être traité, il faut que je réfléchisse. Est-ce que je vais parler du Sénégal à la fin dans mon coup de cœur, ou je vais parler du Sénégal dans mon avis tranché? Donc tu es un indiscipliné inconditionnel, mon cher Ousmane. Mon avis, c'est la création. Voilà, on peut faire un conducteur avec Ousmane, on est sûr de le respecter à la lettre, bien sûr. Donc l'avis tranché, je sais pas encore, on verra. Dans l'instant avec Ousmane. Et puis le j'aime ou j'aime pas, aussi à retrouver. 01 40 33 9000, on est bien quoi, c'est une belle année qui se profile à l'horizon. Est-ce que vous partagez, apparemment il y a eu un sondage réalisé par nos confrères d'RTL qui révèle que les Français sont en majorité optimistes pour cette année 2017. Oh, c'est bon ça. Mais en fait les Français sont pas ce que les gens disent. On essaie de nous mettre une casque à malheur sur la tête, on se sent mal. Mais il y a plein d'innovations, il y a plein d'idées, il y a plein de rêves dans ce pays. Et il faudrait à un moment donné faire en sorte de mettre la lumière sur ces choses positives-là. Ouais. Le positif fait naître le positif. Eh ben, mettons là cette lumière, justement, qui va faire jaillir, j'espère, beaucoup de bonheur pour cette année 2017 pour tous et toutes. Dans un instant, on est de retour très vite. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Eh ben on est vite de retour, messieurs dames, à peine le temps de respirer, ça y est, la pub est terminée. Bah écoutez, tant mieux, on va pas s'en plaindre. Écoutez, Ousmane Timéra et Sabrina Artis sont avec nous aujourd'hui pour cette émission première de cette année 2017, qui j'espère nous offrira un maximum de bonnes émissions comme celle-ci, comme celle d'aujourd'hui, avec plein de bonnes petites choses et de bons petits coups de cœur là, comme celui de Sabrina qui a su nous rendre silencieux, comme de temps en temps ça fait du bien aussi. Voilà, 01 40 33 9000. Dans un instant, on va avoir besoin de vous si vous voulez faire le j'aime ou j'aime pas avec nous, ça se passe dans un instant. Mais pour l'heure, alors Ousmane, est-ce que tu as choisi ton sujet?
Ce sera mon coup de cœur et en fait c'est dans la droite ligne de ce que vient de... Là on parle de La Vie tranchée, hein, je précise. La Vie tranchée, mon coup de cœur ce sera le Sénégal. Mais voilà. Je confonds donc tout le La temps. Vie tranchée d'Ousmane Timéra La Vie ce tranchée lundi. concerne en fait la situation en fait de ce jeune homme que tu trouves dehors, mais c'est aussi la situation de plein d'entre nous. Victimes de la rue qui se retrouvent soit au comico, soit victimes de la drogue, soit meurent dehors dans le froid. Et j'ai écrit un poème sur la rue, au fait que cela en fait renvoie à un certain nombre de responsabilités qu'il faut pointer si on veut régler à leurs racines les problèmes. La rue donc. La rue élève nos jeunes dans ses pépinières pour donner en offrande leurs moelles épinières. Pour donner en offrande leurs moelles épinières aux balles tirées par la misère, violées en bas de l'ascenseur social, contre la pauvreté narguée par le capital, face aux cris, face aux sélectives indignations, le monstre fit cette solennelle déclaration. Retournez vos insultes à leur mère, qui les colèrent à mes seins sans repère. Maudissez plutôt ces pères, qui les fourrèrent en mes entrailles si amères. Interrogez donc cette société qui s'adonne à ce point au culte des armes, pour si peu s'investir dans la culture de l'âme. Et comme le dit si bien le poète, une feuille jamais ne se fane et ne tombe, sont le concours tacite de tout l'arbre qui sombre. Je ne suis que la babysitter de vos servitudes volontaires. Magnifique, Sabrina. Ah non mais attends, c'est pas fini déjà ? Si. Oh non, remets sur repeat encore, c'est beau. C'est beau. Alors c'est beau tant dans le verbe bien évidemment que dans la profondeur en fait du message. Nous sommes les responsables de ce qui se passe dans nos rues. Ouais. J'aime beaucoup si nos enfants meurent, c'est nous. La dernière phrase, tu me permets ? Oui. Ouais. Une feuille jamais ne se fane et ne tombe sans le concours tacite de tout l'arbre qui sombre. S'il y a du mal dans nos sociétés, c'est que c'est la société qui est pourrie. Ouais. Donc il ne s'agit pas de pointer, le symptôme. Oui. Il faut aller à la racine. Complètement. Et donc il faut à un moment donné un partage des richesses, une meilleure éducation, que l'on change nos priorités, que les priorités aillent vers l'humain et non pas vers les armes. Mais ce qui est surprenant en fait, c'est que si on part quelques générations plus tôt, on l'avait cette éducation. C'est ça. Tu vois, cette éducation axée, centrée sur la famille, sur l'entraide, cette éducation où les enfants. Moi, je sais que souvent on me rit un peu au nez, mais je persiste et signe. Cette éducation, où les enfants passent plus de temps à l'extérieur qu'enfermés dans la chambre. À l'extérieur où tu joues. Je sais que c'est compliqué, que c'est pas facile à faire aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, ne serait-ce qu'une sortie dans un parc, c'est programmé. Alors qu'à l'époque, c'était juste être là et ne rien faire, tout simplement. Et c'est l'appel de la nature, en fait, qui développe certains sens. L'entraide d'être autant éduqué par sa mère, son père, que sa grand-mère, que son oncle. Tu vois, ces générations-là, elles ont apporté quelque chose qui on le sait, c'est pas nouveau ce que je dis, cette société qui nous pousse à une forme d'individualisme, mais en vérité ce n'est pas de l'individualisme, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la solitude. En tout cas, c'était magnifique, monsieur Ousmane Timéra, comme d'habitude, hein, bravo. Allez, avant de passer au j'aime ou j'aime pas, Abdel est avec nous au standard. Salut Abdel. Salut, bonne année à tous. Bonne année Abdel. Bonne chose, Sabrina, Ousmane, Christophe. Merci. Et merci. Alors, moi j'aurais une question, deux questions en fait pour Ousmane, même toi Sabrina. Est-ce que les prières de rue sont interdites aujourd'hui en France ? Est-ce que les prières de rue sont interdites en France ? Pas à ma connaissance. Ouais, moi non plus. Ouais, non, parce que moi j'ai vu là sur la Concorde des Français de confession juif avec vous savez les 6 branches faire des prières. J'ai vu le camion qui arrête pas de passer dans les banlieues. Est-ce que tu sais que si moi je prenais une camionnette avec l'étoile, le Coran, est-ce que j'aurais le droit ou j'aurais des ennuis ? Légalement, on n'a pas. En fait, ce sont les rassemblements surtout. Les grands rassemblements qui sont. Non, même les rassemblements. En fait, la manifestation de la religion. Les rassemblements avec l'état d'urgence, tu. Oui, en dehors de l'état d'urgence. Mais est-ce que, en dehors de l'état d'urgence, est-ce qu'un rassemblement religieux est interdit en France, en principe?
Non. Le principe de la laïcité, c'est le principe de la liberté de conscience et donc la liberté aussi d'exprimer ce choix religieux, n'importe lequel, tant que ça ne nuit pas à l'ordre public. Donc c'est vrai que normalement on peut pas interdire en fait légalement, sauf si cela contrevient à la sécurité publique et à l'ordre public. Tout simplement. Pourtant, on a vu des politiques comme Marine Le Pen le dénoncer, les prières de rue. On l'a jamais vu dénoncer. Ouais, mais elle a été condamnée pour ça. De pratique des Français de confession juive, comme ils se promènent avec. De toute façon, les politiques sont tous aux fidèles. En tout cas, la plupart de ceux qui sont à l'extrême droite, à la droite extrême et à la gauche laïcarde, ils ne sont pas fidèles à la lettre de la laïcité, parce qu'effectivement, quand ils disent que ici on est dans un pays laïque, que chacun garde sa religion chez soi, ils ne visent que les musulmans. Ils n'ont aucun problème quand il y a des chrétiens, comme par exemple Civitas ou autres, qui font des processions de rue. Ouais. Ils n'ont aucun problème quand nos concitoyens de la communauté juive en font de même, parce que légalement, de toute façon, ils n'ont pas à l'interdire. Seulement, on utilise la loi ou l'ignorance que les gens ont de la loi pour pointer au fait les musulmans, sauf qu'on peut pas pointer directement les musulmans. On va dire la religion de manière générale est une affaire privée, mais on pointe tous et tout le monde le sait. Les musulmans. Donc il n'y a pas d'interdiction à faire des prières de rue. Même si, pour moi, je considérerais de la part des musulmans qu'il est préférable de ne pas prier dans la rue. On ne prie dans la rue que par nécessité. Deuxième question, Abdel. Assez rapide. Est-ce que Monsieur Assad a le droit de porter plainte contre la France, contre sa participation sur la destruction de son pays, comme on le sait, car elle a financé quand même des gens qui n'étaient pas fréquentables pour le faire partir? Encore faudrait-il que Bachar al-Assad puisse... je parle de la possibilité et du droit. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Oui, puis il n'y aura pas que la France non plus attaquée. Mais je pense que Bachar al-Assad sera plus... On laissera même pas le temps à Bachar al-Assad de pouvoir faire ainsi. Parce que d'autres personnes vont s'empresser de porter plainte contre lui au tribunal international. Mais le problème, c'est que les tribunaux, entre guillemets, internationaux ne défendent que l'intérêt, malheureusement, des Occidentaux. C'est un tribunal qui n'a aucune légitimité à mes yeux à juger autrui. Merci Abdel pour les questions. Salut, à bientôt et bonne soirée. 01 40 33 9000, évidemment, n'hésitez pas à nous appeler pour s'y poser des questions à Ousmane Timera et Sabrina Artiste qui sont là. Allez, allô, bonsoir. Allô? Une fois, deux fois. Ok, ça marche. Allez, on y va pour le j'aime ou j'aime pas. On y va, c'est parti. J'aime pas, ou je peux dire aussi je m'en fous, avec une petite flopée d'actualité comme ça que je vous donne. Tiens, 300 personnes ont été interpellées. Non, pardon, j'ai dit des conneries là. Ouais. Hop, je reprends. J'aime pas. Oui, t'aimes pas, t'as raison. Non, je dis pas de conneries. 300 personnes ont été interpellées. Donc ça s'est passé en France à l'occasion de la nuit du 31 décembre, soit une baisse de 18% par rapport à l'année dernière. Alors interpellé le jour de l'an, tout ça ? Oui, c'est ça, pour violence, etc. Et d'ailleurs des voitures brûlées, il y en a eu beaucoup moins que l'année dernière. Ouais, hein. Ouais, donc on aime pas ou pas ? Moi c'est bien. J'ai pas d'avis. D'accord, tu t'en fous quoi. Oui. Alors tiens, nuit déguisée, ça s'est passé dans le nord de la France. Ils se jettent dans l'eau glacée. Ouais, l'eau est glacée là-bas. Hein. Pour le traditionnel bain des givrés, ils étaient environ 520 personnes. Bon, alors je savais que c'était une tradition dans les pays nordiques, mais je connaissais pas cette tradition dans le nord de la France. Ouais, 520 personnes se sont jetées dans l'eau glacée de la mer du Nord pour fêter l'arrivée de la nouvelle année. Je suis pas d'avis. Culturellement, dans les pays nordiques, je sais que voilà, il y a une raison, mais après chacun fait ce qu'il veut. D'accord, voilà. Donc Ousmane s'en fout aussi. Un Tunisien d'une trentaine d'années a été interpellé et placé en garde à vue vendredi dernier à Toulouse pour avoir menacé avec une arme à feu le consul de Tunisie. Ah ouais. À Toulouse. J'aime pas, c'est pas bien. Ah oui, carrément même. On menace personne par une arme. On menace d'ailleurs personne tout court. C'est ce que j'allais dire. Très bien, donc on n'aime pas. Tiens, le gouvernement tunisien a annoncé avoir placé et mis sous surveillance plus de 800 personnes djihadistes au retour de zone de guerre en Tunisie. Vous savez que ça fait un gros débat en ce moment en Tunisie. Donc dès qu'ils reviennent, hop, on les met en prison. J'aime pas. J'aime pas pour deux raisons. Pour une raison, pardon. Pas dans le principe d'arrêter ceux qui sont arrêtés, mais justement, il s'agit pas d'amalgamer tout le monde.
il y a des gens qui sont partis en Syrie pour défendre ce qu'ils considéraient être leurs frères. Bon, un peu comme certains qui allaient en Algérie à l'époque du combat contre la France pour aider les Algériens. Il y en a qui sont partis avec cette intention-là. Et puis il y en a d'autres qui sont partis parce que c'est des bandits et ils veulent du sang et faire un peu tout ce qu'ils veulent. Là où dans leur pays d'origine ils n'y arrivent pas. Donc il faut quand même ne pas jeter tout le monde en prison parce que ça risque de créer d'autres plus tard d'autres problèmes, d'autres personnes qui en sortant risquent d'être des dangers. Il faut rééduquer, il faut comprendre, il faut expliquer. Il y a des gens qui sont partis en Syrie, même en France d'ailleurs, qui sont partis en Syrie sincèrement pour aider. Alors on peut dire qu'ils sont trompés ou qu'il fallait pas qu'ils agissent ainsi. Et il y en a d'autres qui sont partis parce que c'est des bandits et ils veulent tuer. Donc il faut pas amalgamer tout le monde. Donc c'est pour ça que je mets quand même un avis négatif. Tu partages l'avis négatif ? Oui, dans les grandes lignes, oui. Très bien. Sachez que depuis hier, donc le 1er janvier, la loi française stipule que nous sommes tous donneurs d'organes potentiels, sauf si nous en avons exprimé un avis contraire. De notre vivant, je précise. Alors ça, franchement, ça j'aime pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que déjà à l'époque, il n'y avait pas une communication extraordinaire à cet effet. Et alors là, encore moins. Franchement, je trouve qu'on ne communique pas assez là-dessus. J'aurais voulu une communication un petit peu comme le fait que, attention, au 31 décembre, après, tu peux plus t'inscrire dans les listes électorales. Tu vois, on l'a entendu qu'à un moment donné, va sonner le glas. C'est quand même pas rien, et ça veut dire que tu dois faire savoir de ton vivant avant. Là on sait pas quand est-ce que ça peut nous arriver que tu ne veux pas être donneur d'organes parce que c'est ton droit. Tu peux faire le choix, par exemple, tu peux dire je veux pas donner mon cœur ou je veux donner mon poumon ou n'importe quoi. Mais c'est un peu compliqué quand même quand par exemple t'as 18 ans, tu sais même pas ce que tu vas faire l'année prochaine à l'école. Enfin tu vois non, franchement moi si tu veux non. C'est le contexte dans lequel ça a été amené. Non, j'aime pas. Je trouve pas ça. Je trouve ça trop discret. Non. Ousmane. Moi, je pense que ça aurait dû faire l'objet d'un débat public. Voilà. Je comprends le principe. Déjà. Je comprends le principe parce qu'il y a plein de gens en fait qui sont pas sauvés parce qu'on n'a pas pu à un moment donné avoir l'avis du défunt quant à ce que l'on veut faire après sa mort et les parents ne sont pas ou la famille ne sont pas en capacité de pouvoir trancher. On aurait dû communiquer de telle sorte. Je pense que ça aurait dû être un avis comme tu l'as indiqué. Voilà, on aurait dû communiquer de telle sorte à ce que l'on puisse parce que c'était le cas à l'époque. À l'époque, voilà, tu n'es pas donateur sauf si tu le fais savoir. Ouais. Tu vois. Mais là, c'est le principe qui a été inversé. Islamiquement, c'est un bienfait de donner des organes. Oui, c'est une bonne chose de donner ses organes, même on contribue à la vie de quelqu'un. Mais moi, j'aurais voulu quand même que ça soit moi qui le décide. Très bien. On le décide pas à ma place. Et une dernière petite chose, le contexte. Assez marrant ou pas d'ailleurs, ça se passe en Tunisie. C'est l'ambassadeur de France en Tunisie qui a promis un concert de PNL après le geste fou d'un fan de PNL en Tunisie qui a escaladé une tour et qui menaçait de sauter si toutefois le groupe ne venait pas. Est-ce que vous connaissez d'abord PNL? Oui, j'en ai entendu parler. C'est ça. Deux frères d'ailleurs. Ouais. 50 000 albums vendus à Corbeil-Essonnes puisqu'ils sont issus de Corbeil. Je vais être méchant. Hein. Ouais. Ils auraient dû le laisser sauter. On n'en parle plus. C'est quoi ces affaires? Donc PNL en Tunisie. Faut être sans pitié. Attends, le frère il escalade, il dit il veut sauter parce que PNL vient pas. Il a rien à faire ou quoi? Ouais, c'est dingue. Non, mais après, tu sais, c'est la folie humaine, c'est-à-dire il a. Ah ouais, elle aurait dû finir. Ah bah non, je suis méchant. Hein. Oh non. Attends, mais c'est quoi? T'as pas le droit. Ah non, je vais le dire. Mais c'est quoi cette affaire? Bah la regarde, je l'attrape, je dis bon les travaux forcés, tu vas rendre service à quelqu'un là. Tu vas prendre la vie, mon ami. Des travaux d'intérêt. C'est surtout que l'ambassadeur de France est promis que PNL viendra en Tunisie. Mais ça va avoir des conséquences. Et lui aussi, il a rien à faire. Ça va avoir des conséquences, non? Parce que quelqu'un d'autre peut se dire, ok, moi aussi, dans ces cas-là, j'ai envie de voir telle personnalité, je vais faire pareil. Ouais. Tu vois? Bon, donc, mais je suis méchant quand même. Il faut pas le laisser tomber. Mais en tout cas, l'attraper bien comme il faut, le secouer, lui dire, hey, la vie c'est pas PNL. Non, mais c'est clair. C'est pas sérieux. Et à l'ambassade qui met sa bouche dans ce genre d'affaires, c'est honteux. Ouais. C'est honteux, mais ça montre à quel point c'est nos sociétés de là-bas. La jeunesse, elle est perdue, quoi. Ouais. Elle est perdue. Là où il faut avoir des jeunes qui se battent pour l'avenir de leur pays, qui se disent comment je vais devenir le futur Einstein, comment je vais devenir le plus grand président de mon pays pour changer la face du monde, le mec il pleure parce qu'il veut PNL à la maison.
Ouais, ils apprennent à... C'est triste. Ils apprennent à... Moi, je dis pas que tous les Tunisiens sont comme ça, hein, mais Ah non, mais ça n'a rien à voir avec le pays en soi, hein. c'est bon, voilà, quoi. Dramatique. Voilà, c'est dramatique. Voilà, c'était le j'aime ou j'aime pas avec une petite flopée d'informations, voilà, que nos amis Ousmane et Sabrina ont commenté. Et ont aimé, mais beaucoup de choses qu'ils n'ont pas aimé aujourd'hui. Voilà. Et puis j'attendais. Il y a plein de choses sur lesquelles j'étais d'un genre foutisme pour Ousmane. Qu'est-ce qu'il y a, Sabrina? Je me suis dit, alors qu'est-ce qu'il va nous dire que je vais aimer? Tu sais, j'attendais. Ouais. Tu vois? Ouais. Ouais, mais en même temps, à 500 personnes qui vont se baigner à l'eau, je leur dis je vous dis les gars. Non, c'est clair. Chacun fait. Vas-y, fais ta vie. Allez, avant de partir en Irak et avant de parler de décidément François Hollande quand il sera dans un endroit, c'est vraiment pas son truc. Il a été en Irak ce matin, 6 attentats à Bagdad. Monji, bonsoir. Monji de Marseille. Bonsoir, bonne année à tout le monde. Bonsoir, bonne année, monsieur Monji. Ousmane. Bonne année à la charmante dame qui est avec vous. Moi, je sais pas, je m'en rappelle, je sais pas son nom. Enfin, si tu estimes que c'est une charmante dame, faut au moins se rappeler de son prénom quand même. Ou au moins de ce qu'elle dit. Voilà. Non, mais quand même, ben oui, mais je viens de prendre la antenne un cours. Alors, ouais. Alors Monji, elle s'appelle Sabrina. La voix de Ousmane. Voilà. Excusez-moi, madame. Voilà. Il n'y a pas de souci. Elle s'appelle Sabrina Artiste, monsieur Monji. Ah, Sabrina Artiste en plus, des artistes. Ouais, yes. Alors, qu'est-ce qui se passe, Monji? En fait, je voulais juste revenir sur 2 points. En fait, ce que j'ai entendu tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui a parlé de Eric Dénissé. Oui. En fait, voilà. Et en fait, ce bonhomme, parce que j'ai vu quand il y avait tout le monde sur les réseaux d'extrême droite, sur Ragnar, tout ça, prendre ces déclarations, mais ils savent pas c'est qui ce monsieur. C'est un ancien militaire. Un ancien officier de DRG qui est la société de trucs. Il a dit la même chose sur Hamas en 94. Il a dit que le Hamas, j'ai eu la déclaration en fait, j'avais fait une post spéciale pour ça sur ma page Facebook. Il a dit la même chose en 2014 sur Hamas. Il a dit Hamas, c'est un mouvement terroriste qui met les armes. Quand il y a eu le bombardement des écoles de le Nord-Ouest là, en Palestine, à Gaza. Et il a dit exactement la même chose, que c'était des dommages collatéraux, que les Israéliens téléphonent aux gens pour leur dire qu'ils avertissent qu'ils vont bombarder des endroits où Hamas il prenait la population civile en otage. Okay. Il a dit la même chose sur Halab. Bon, maintenant, alors passons sur les 2 choses. Monji, passons sur monsieur. Autre chose. Le deuxième point. Le deuxième point. Alors j'ai une information mais franchement très sûre. J'avais écrit le 21 décembre sur ma page. En fait, sur l'accord entre la Turquie et la Russie. Tout simplement les généraux russes. J'ai l'information de première main. Voilà. Les généraux russes, ils ont demandé à Poutine de lâcher. Voilà, ils ont dit après Halab, on n'ira pas plus loin. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'armée syrienne. On peut pas tenir face à l'hostilité de la population. On va sécuriser une poche ce qu'on appelle le croissant fertile pour la minorité alawite. On va sécuriser la base militaire de Tartouz. On n'ira pas plus loin. Et d'ailleurs, on avait vu comment Poutine était le premier à calmer le jeu par rapport à l'assassinat de l'ambassadeur qui, dans le droit international, beaucoup plus important qu'un avion de chasse qui se fait descendre. Et voilà. Et parce que tout simplement la Russie ne veut plus revivre l'Afghanistan. Et d'ailleurs, on a vu à Halab qu'après, c'est la Russie elle a fait venir ses propres policiers pour assurer la sécurité parce qu'il y a les Syriens, il n'y a pas d'armée arabe syrienne, tout ça c'est l'histoire des conneries là. Les Syriens ne soutiennent pas le pouvoir. Il n'y a pas de police syrienne et les gens, dernier point, les gens, en fait, la première trêve, vous m'écoutez Oui, on t'écoute, oui, d'accord. La première trêve, elle a capoté tout simplement parce que c'était prévu qu'on exfiltre 10 000 personnes, comme les combattants avec leurs armes et leurs familles, et la population civile, elle a dit non, on part pas, vous partez pas sans nous, et c'est pour ça qu'il y a eu une reconnaissance. Parce que là, la logistique pour 10 000 personnes, c'est pas la même logistique pour 100 000 personnes. Je tiens ça, je le dis clairement, d'un ancien haut officier dans l'armée algérienne qui a quitté l'Algérie en 93 et qui était avec Poutine, parce que les officiers algériens, ils étaient formés au KGB, il était avec Poutine. Il a encore des relations avec des officiers
de l'état-major russe. Et voilà, il m'a donné cette information. Merci pour l'info, mon général Monji. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, on va parler un peu de l'Irak, parce que en Irak, c'est un nouvel attentat et pas un, pas deux, mais 6 attentats ce matin, dont un qui a fait 32 morts, plus de 60 blessés. Explosion d'une voiture piégée dans la capitale irakienne, attentat au jour même de la visite de François Hollande sur place. Le président venu délivrer un message aux militaires français qui sont déployés, vous savez, dans le pays, message de soutien à ceux qui luttent précisément contre le terrorisme, une déclaration faite par le président de la République ce matin, juste avant donc l'annonce de ces nouvelles attentats donc ce matin qui a frappé Bagdad. Écoutez le président de la République ce matin en Irak. Je voulais montrer quelle importance j'attachais à l'opération Chamal et vous souhaiter à tous une bonne année. Une année qui sera une année de victoire ici en Irak contre le terrorisme. Comme nous le disions, agir contre le terrorisme ici en Irak, c'est aussi prévenir des actes terroristes sur notre propre sol. Et donc éviter qu'il puisse y avoir pour nos compatriotes des conséquences fâcheuses de la dégradation qui pourrait être celle ici en Irak. Tout ce qui contribue à la reconstruction de l'Irak, c'est autant de conditions supplémentaires pour éviter qu'il puisse y avoir de la part de Daesh des actions sur notre propre territoire. François Hollande donc ce matin à Bagdad au micro de confrères de Radio France, et après le Bagdad, le président français s'est rendu à Erbil dans le nord du Kurdistan irakien. Alors François Hollande à Bagdad ce matin, 6 attentats pour l'accueillir. Ah mais franchement pas le choix que de le dire. C'est la loose. Ah mais je reste marquée par cette fois où il venait juste d'être élu président. Je sais pas si vous vous rappelez du coup de l'avion. Il y a la fraude, il y a l'avion. La foudre qui tombe sur l'avion. Non, mais c'est ce moment-là, je me suis dit à mon avis, il a beau avoir toutes les intentions, bonnes intentions du monde, je pense que il va se louper sur certains trucs. C'est un signe, ça c'est pas possible, tu vois. Ouais. Donc pour en venir à ça, je crois, sans me tromper, qu'il y a d'autres façons d'accueillir un président dans un pays, de manière générale. Qu'est-ce que t'en penses, Ousmane? Bon, on va dire que c'est vrai que le lien entre les deux événements prête à sourire. En tout cas, pour nous qui sommes un peu à l'extérieur et qui avons un peu moins pour ceux qui ont vu des attentats pour ceux qui le vivent là-bas. Avec le regard de moqueur que nous avons de François Hollande, parce qu'effectivement, ce mec-là a tout raté à mes yeux. Je vois pas qu'est-ce qu'il a réussi dans son mandat et jusqu'au ridicule quoi. Mais revenons quand même plus sérieusement à pourquoi est-ce que François Hollande va là-bas. Il y a quand même des enjeux là-bas économiques. Il va pas là-bas juste pour remercier les soldats. Il en a rien à faire des soldats. Les soldats sont là-bas pour défendre des intérêts. Et c'est pas un hasard s'il va au Kurdistan. L'idée que à un moment donné l'Irak puisse être partagé était quelque chose déjà de connu bien avant et de voulu depuis les années 90, on en parlait déjà, et de fait l'Irak n'existe plus. L'Irak n'existe plus, c'est des territoires partagés. Et puis il y a des milices qui se combattent, des milices chiites contre des milices sunnites et vice versa. Souvent on parle pas des milices chiites, on parle tout le temps des milices sunnites, terroristes et tout, parce qu'on se choisit nos terroristes qu'on veut détester. Il y a des milices chiites. On choisit nos terroristes, c'est ça? On choisit les terroristes qu'on veut détester. D'accord. Parce qu'il n'y a pas que les sunnites qui posent des bombes. Il n'y a pas que Daesh là-bas. Il y a d'autres acteurs qui sont présents aussi. Et qui font aussi beaucoup de dégâts dans la population. Et qui créent un cercle de haine entre chiites et sunnites. Quand à un moment donné, vous avez les milices chiites qui ont pris du poil de la bête, notamment avec l'arrivée des États-Unis et le fait qu'on ait mis de côté la majorité sunnite là-bas, mais il y a eu un certain nombre d'exactions qui ont eu lieu. Il y a des gens qui ont été expulsés de leur maison. Ouais. Bon, les Kurdes, quand ils vont libérer un certain nombre de territoires dits sous les mains de Daesh, ils en profitent pour dégager les habitants pour qu'eux ils prennent la place. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre en place leur nation, leur pays. Donc
tout, c'est un embriglio de factions qui se combattent les uns contre les autres pour pouvoir prendre le pouvoir sur les autres. Chiites, sunnites, Kurdes, qui sont des musulmans, parce que souvent on oublie que les Kurdes c'est des musulmans, c'est des sunnites. Donc moi je reviens sur ce que je disais par rapport à ce que fait la Turquie, quand je disais que le choix géostratégique il est logique, Il est clair. mais il n'est pas normal que des Turcs tuent des Kurdes. La solution pour toute cette région, ça n'est pas une nation turque au détriment des Kurdes, ni une nation kurde au détriment des Arabes, ni une nation chiite au détriment des sunnites. Il faut que toute cette population redevienne un seul et même pays, comme cela fut longtemps le cas. C'est comme ça que les choses se faisaient avant la chute de l'Empire ottoman. Donc je vois pas pourquoi pendant des siècles ces populations-là ont pu vivre ensemble, pourquoi on peut pas y arriver. Donc est-ce que l'Occident joue le bon rôle là-dedans? Non. L'Occident n'a pas d'autre chose à y faire que c'est défendre ses propres intérêts. Il est le premier acteur principal du désordre là-bas. Mais il faut que les acteurs en place soient intelligents, comme ce qu'a fait, en tout cas, l'Iran et la Turquie. Oui. L'Arabie Saoudite, ils arrivent à un moment donné à éviter cette volonté de lutte contre les chiites, ce serait une bonne chose. Mais l'Iran aussi. D'une autre manière, on va dire que les pays du Golfe, dont l'Arabie Saoudite, réussissent à esquiver d'une autre manière. On sait très bien que c'est d'un point de vue monétaire que tout se joue, tu vois. Mais c'est parce que l'Occident, il y a aussi son intérêt, mais d'une autre manière. L'Occident non seulement il y a un intérêt, mais les acteurs qui sont présents ont décidé de jouer les toutous des intérêts mondiaux. Mondialisés. Ce sont des toutous. L'Arabie Saoudite est un toutou. Mais le problème, c'est qu'elle est en train de se rendre compte qu'elle ne joue plus. Elle ne sert plus à rien, elle ne sert plus à grand chose aux États-Unis. Les États-Unis ont commencé à être du côté des chiites. Mais le problème, c'est que c'est la politique chiite contre sunnite et sunnite contre chiite qui est stupide en soi. Ouais. Il faut avoir une autre politique, une politique beaucoup plus calme, beaucoup plus basée sur la diplomatie et non sur les armes, et arrêter d'être sur l'Iran veut établir un nouvel empire perse et l'Arabie Saoudite va être le dominium dans l'ensemble de la région. Ce sont des politiques stupides et on en voit les conséquences. Petite info en bref avant la pub et avant les coups de cœur, la mort du syndicaliste français François Chérec. Oui. De 2002 à 2012, il a été le secrétaire général de la CFDT. Pour des raisons de santé, il s'était mis en retraite de ses activités il y a plusieurs mois. C'est Pierre Berger qui lui avait succédé à la tête du syndicat il y a près de 4 ans. Voilà, donc ce monsieur s'en est allé à 60 ans d'un cancer ce matin. C'est ce qu'on a appris. Donc dans un instant, les coups de cœur de Ousmane Timéra et de Sabrina Artiste. Et puis j'espère qu'on aura le temps aussi de parler de cette enquête, c'est visiblement ouverte par les autorités birmanes, de ces policiers, de ces militaires qui se sont filmés en train de taper des Rohingyas. On a mis d'ailleurs la vidéo sur le Facebook de la radio, allez voir, c'est bon, âme sensible, s'abstenir hein, peut-être. Dans un instant, très vite de retour sur France Maghreb 2 après une courte pause. Dites donc, elles sont très très courtes hein, nos pages pub là, en ce lundi 2 janvier, c'est très bien. Ousmane Timéra et Sabrina Artiste. Juste avant les coups de cœur, je voulais vous parler de cette enquête en Birmanie, donc après la diffusion d'une vidéo document sur lequel on voit des policiers en train de molester des membres de la communauté Rohingya, des images donc qui viennent confirmer les très nombreux témoignages d'exactions commises justement dans le nord-ouest de la Birmanie. Cette vidéo montre des policiers frappant à coups de poing et de pied un homme placé à côté de dizaines d'autres villageois assis par terre, main sur la tête. Elle aurait été filmée par un officier lors d'une opération de déminage dans le village de Kotenkok le 5 novembre. Le gouvernement birman donc annonce l'ouverture d'une enquête et il affirme aussi avoir arrêté 4 policiers dont 2 officiers qui ont enregistré la scène. Cela fait 2 mois que les forces de sécurité côté birman ont lancé donc une opération d'ampleur dans l'état d'Araka à l'ouest du pays. Ils affirment traquer des militants après l'attaque de poste frontière en novembre dernier. Depuis, 50 millions de Rohingyas ont dû traverser la frontière vers le Bangladesh pour fuir les exactions supposées de l'armée, meurtres, viols, incendies de villages. Jusqu'ici, le gouvernement a rejeté tout en bloc, affirmant que la situation était sous contrôle. Mais la semaine dernière, donc, plus d'une douzaine de lauréats du prix Nobel ont envoyé une lettre ouverte en signe de sécurité au site de sécurité des Nations Unies, demandant une intervention et parlant de nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité. Donc les critiques se sont multipliées ces dernières semaines contre une autre prix Nobel, Aung San Suu Kyi, qui dirige le pays, vous le savez, depuis les dernières élections, et qui est accusée de ne pas faire assez pour aider les Rohingyas. Donc voilà, une enquête est ouverte, même si
finalement ça va rien donner, mais au moins le fait de partager les vidéos qu'on met des fois de temps en temps sur Facebook, si tant est qu'elles soient horribles, c'est quand même intéressant et ça montre quand même une volonté de ne plus passer sous silence ce qui est le sort des Rwandais depuis de nombreuses années maintenant. Un petit mot là-dessus, Ousmane et Sabrina. J'aimerais, je l'ai pas vu la vidéo comme je le disais hors antenne parce que c'est vrai que moi je fais partie de ces publics qui sont déjà très très vite touchés, ne serait-ce qu'à entendre ça, donc voir c'est pour moi une impudeur que je vis difficilement. Par contre, je pense que voilà, il y a d'autres personnes qui ont besoin de ça pour un petit peu avoir la conscience réveillée. Je vais plutôt profiter de ce que tu dis pour saluer Moussa. Ouais, voilà, il est parce reparti que au voilà, Bangladesh. il est reparti là-bas et il est resté fidèle à son combat. Et je voulais saluer ce combat et comme il le disait si bien, voilà, si je dois encore me faire emprisonner, tant pis, mais je laisserai pas ce peuple comme ça. Donc voilà, dans les réseaux sociaux, on voit un petit peu ce qu'il fait, ce qu'il partage, ce qui fait très mal au cœur aussi. Et voilà, si on a la possibilité de soutenir cette cause par le biais aussi des actions de Moussa et notamment son association qui s'appelle Bani Street, qui permet d'accompagner des enfants de la rue là-bas. Voilà, c'est une façon aussi de pouvoir agir et de ne pas être que dans la conversation, on va dire, ou le côté spectateur un petit peu de ce qui se passe en Birmanie. Ousmane, sur la Birmanie, sur les Rohingyas. Moi je pense que ça montre aussi un autre visage à côté de celui d'Alep, de l'hypocrisie de ce qu'on appelle la communauté internationale, qui intervient quand ils veulent, selon les intérêts et pas selon les valeurs. Encore une fois, ce qui se passe en Birmanie est connu de tous, c'est un génocide qui est en train de se passer là-bas. On est en train de tuer des gens. Sans vergogne, on sait que ça se passe, personne n'intervient. Bon, on fait quelques petits discours à droite à gauche, mais on tape pas du poing contre les responsables politiques qui animent il me ces semble choses-là. qu'on donne des prix Nobel, hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Voilà, mieux. On a donné un prix Nobel à une dame de paix, de la paix quand même. Bon, tout le monde avait pitié d'elle parce que voilà et tout. Et comme quoi, les victimes d'hier peuvent être les bourreaux de demain. Et que c'est pas parce qu'on donne un prix Nobel de paix qu'on donne un blanc-seing à tout ce que elle peut faire. C'est honteux ce qui est en train de se passer là-bas. On est en train de massacrer tout un peuple sous prétexte qu'ils sont différents ethniquement parlant et religieusement parlant. Faut pas s'attendre à ce qu'il n'y ait pas d'autres conséquences plus graves. Donc il faut intervenir et les simples vidéos que tu peux mettre, Christophe, ou que d'autres personnes peuvent faire, les textes que l'on peut écrire, les interventions que nous faisons peuvent être considérés comme une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est par la multiplicité de ces gouttes d'eau que l'océan est vaste. Passons au coup de cœur et pour finir. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors on va commencer par la belle Sabrina pour son coup de cœur d'aujourd'hui. Sabrina artiste. Eh bien, je vais rester dans la lignée de ce que disait Ousmane en début d'émission. Ce sera un coup de cœur poétique. Donc je vais vous partager un poème que j'ai écrit qui s'appelle Le Véritable. J'ai longtemps cru en l'amour véritable. À petits pas, très vite essoufflés, j'avançais, puis m'embryonnais. J'ai rapidement vu le cimetière des sourires affables. À grands pas, lentement asphyxié, je reculais, puis m'avortais. Les étoiles sur terre, j'ai trouvé. Elles exorcisaient le feu qui les animait. Je les croyais lumineuses comme dans les fables, mystiques à en être imperméables. L'océan dans le ciel m'a fait chavirer. Ces vagues nuageuses me berçaient, puis m'affalaient sur le sable. Malgré tout cela, j'ai cru en l'incroyable. Un arbre en moi s'est enraciné, pourtant sans bois, il fleurit en mai. Ses fruits sont tantôt sucrés, tantôt désagréables, amers en bouche, des mots ravalés impitoyables. J'ai longtemps cru en l'amour véritable, cherchant en l'humain l'insaisissable, le cœur pur en chemin, en retour souillé. J'ai compris qu'en mon sein, l'amour demeurait. J'y ai trouvé une promesse cristalline, sans séquelles, celle d'une âme qui ne vivait que pour son éternel. J'ai mis des années à chercher en l'humain ce qui n'existe qu'auprès du maître du début et de la fin. Là, devant moi, en moi, pour moi. Il a toujours été là. Chaque battement de mon cœur est une preuve d'amour. Mon Dieu, l'homme est ingrat. Que suis-je sans toi? Je t'aime et bien plus encore. Pardonne-moi.
Merci Sabrina pour ce joli coup de cœur, donc ce joli poème que tu as écrit. Donc c'est un extrait d'un livre à paraître. J'en parlerai en temps voulu, puisque c'est un recueil de mes écrits, mes poèmes et mes sagesses. Voilà. Très bien. Alors, mon cher Ousmane, avec toi, le coup de cœur aujourd'hui, alors c'est quoi? Parce que je m'y perds un peu avec toi, hein, j'avoue. Le coup de cœur. Du coup, le coup de cœur est assez politique. T'aurais dû en fait parler à la fin, parce qu'on doit toujours laisser le meilleur pour la fin. Voilà, on aurait dû la jouer comme ça, au fait. Sabrina, elle parle en derrière parce que c'est meilleur. Mais j'aimerais venir sur le Sénégal, mon pays d'origine, qui a courageusement, avec d'autres pays, défendu, proposé, en tout cas, défendu la résolution qui qui condamne au fait Israël par rapport à ses exactions et au fait à la colonisation qu'elle continue de mener sur les territoires palestiniens. Ça a fait beaucoup de boucans. Parce que, entre autres, cela a été adopté grâce à l'abstention de l'administration américaine, qui habituellement pose son veto, à chaque fois d'ailleurs. Et donc cette fois-ci, elle a décidé de pas le faire. Barack Obama semble avoir du courage au dernier moment de son mandat. C'est bien dommage qu'il ne l'ait pas eu bien avant. Mais ce qui m'a interpellé, c'est d'une part que le Sénégal joue ce rôle, comme quoi c'est pas parce qu'on est un petit pays entre guillemets, et en réalité il n'y a pas de petit pays, que l'on peut pas avoir un rôle, jouer un rôle important au niveau international et défendre la justice. Défendre la justice contre l'injustice que subissent les opprimés. Mais face à cela, l'État d'Israël a promis des sanctions, a rappelé son ambassade du Sénégal, a indiqué qu'elle ne soutenait plus, qu'elle faisait à un moment donné des dons en termes de développement. Je sais pas si c'est le terme exact qu'il faut utiliser, mais en tout cas, elle aidait le Sénégal quant à son développement sur le plan économique. Donc, elle décide de la sanctionner sur ce côté. Et elle promet d'autres sanctions. Et donc, je voulais rendre hommage au gouvernement sénégalais, au peuple sénégalais, qui a tenu à indiquer, j'ai vu un certain nombre de réactions, en disant ils ont un islam de paix, mais que cet islam de paix ne veut pas dire lâcheté face à l'injustice. Donc, il est bon qu'à un moment donné, des voix s'élèvent, parce que ce qui se passe en Palestine est horrible, n'est pas normal, et ça va avoir des conséquences mondiales si on ne s'attelle pas à intervenir, à agir. Déjà, Ousmane. Comment ? Il y a déjà des conséquences. Il y a déjà des conséquences, mais je pense que ça risque de virer en guerre mondiale, cette affaire. Et Israël refuse d'entendre raison, se croit au-dessus des lois, et ça va à l'encontre même du peuple juif. Je comprends pas cette politique stupide qui consiste à vouloir imposer une colonisation contre un peuple, lui refuser tout droit de s'exprimer, d'avoir un état raciste envers même ceux qui sont des juifs non blancs, les juifs arabes, les juifs éthiopiens et autres sont maltraités en Israël. Ouais, les falachas. C'est le monde à l'envers. Donc voilà, il faut appeler à la raison. Le Sénégal a bien fait d'agir dans ce sens-là. Maintenant, si elle veut résister mieux à ce genre aux critiques ou plutôt aux sanctions d'Israël, il faudrait peut-être qu'elle devienne plus forte économiquement, qu'elle tente d'être indépendante sur le plan politique et économique. Ce n'est qu'après cela qu'elle pourra avoir un rôle important sur le plan international. Merci Ousmane pour ce coup de cœur. Merci à vous deux. Merci à vous, merci à Sabrina. Le poème était magnifique. Merci. Ouais, absolument. Rien à dire. Merci, c'est gentil. Ça m'a touché, ça m'a fait pleurer presque. Ça me fait rappeler à l'époque où j'avais des chagrins d'amour, mais c'était bien. Vous en avez eu, Ousmane, des chagrins d'amour? Bien eu, beaucoup. Mais en parlant c'est ce qui m'a forgé. En parlant d'amour, j'aimerais dire mes deux bébés qui sont à côté de moi, qui m'ont accompagné, qui m'ont patienté pendant 2 heures, que je les aime très fort. Et puis je souhaite aussi un joyeux anniversaire à ma petite poupée qui a eu 7 ans hier. Ouais. Tu veux pas dire un mot? Voilà. Tu veux pas dire un mot? Elle avait un petit message à passer tout à l'heure. La première. Vas-y, on t'écoute. Alors il faut que tu parles, sinon personne t'entendra. Oui, c'est de la radio, ma chérie, vas-y. Bonjour, je vous aime tous. Tu dis bonjour? Bonjour. Bonjour, tu t'appelles comment? Aya. Aya. Et qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? J'espère que vous allez aller au paradis. Oh, c'est beau ça, Ousmane, non? C'est bien de conclure avec ça. Inch'Allah. Belle conclusion, merci. Merci beaucoup, et puis un gros bisou à Sia Aboubakr, qui est derrière, évidemment. Et faut bien travailler à l'école, tous les deux. Ils travaillent très bien, Dieu merci. Bon, que ça continue, Inch'Allah. Harvard.
Léna ou Harvard ou Sciences Po. Faites Sciences Po, après vous allez à Harvard. Voilà. D'accord? Comme je le dis, qu'ils fassent ce qu'ils aiment. C'est vrai. C'est vrai, c'est Harvard, important. c'est bien aussi. Non, je rigole. On arrête. Demain, une belle brochette autour de cette table. Il y aura Ouais. Hicham Terak, il y aura Jean-Marc Zebellus et monsieur Jamel Lahamri. Bah, ça va être Jamel, il est là. Il est là demain, ouais. Non. Oui. Bah, tu lui passeras le salam de ma part. Avec grand plaisir. Bon. Voilà. Et bien, reste avec nous dans un instant, le retour d'Amar. Et puis, la télé, le sport, on va en parler. Et puis, notre coup de cœur, on va écouter l'ami Soprano et Marina Kaye dans ce featuring qui cartonne en ce moment. C'est vraiment l'année Soprano. En espérant que ça se poursuive pour lui, parce qu'il a quand même du talent, ce monsieur. Pour l'avoir vu en concert, c'est du talent. Ah ouais? Ah ouais, grave. Ah, c'est l'ancien quand même, Soprano. Ah ouais? Oh, moi, Oui, bien sûr, là c'est... le rap pur et dur. Non, là c'est très co, c'est sûr, mais bon, en tout cas, il a du talent, ce monsieur. Ouais, c'est vrai. Incontestable. Merci Ousmane, merci Sabrina, merci à vous. surtout Merci d'avoir à toi. entamé, qui j'espère sera une série de très bonnes émissions pour cette année 2017. Si, Vous d'accord. avez élevé le niveau très très haut. Merci beaucoup Sabrina Merci. et Ousmane, à très vite. 18h02, le rappel de l'actualité de ce lundi soir. C'est avec Marine Garenne que nous avons rendez-vous. Bonsoir Marine.